Salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais tout de suite céder la parole à ma très chère amie, professeur Wiham Khattabi. Salam, Wiham. Ça va, tu vas bien? Salut, bikhair. Alhamdulillah, ça va, ça va. Donc, je te laisse avec les futurs urgentistes. Oui, Et je vais nommer Yassi Mohamed avec nous, Darwish, qui va être le hôte pour cette super. affaire entre les hôtes à date. D'accord? Très bien. Je ne sais pas si vous voyez mon partage. Alors, est-ce que vous voyez mon partage? Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc, ala barakatillah, on va commencer. Donc, vraiment, je suis très ravie d'être avec vous pour parler aujourd'hui des urgences respiratoires, qui sont quand même des grandes urgences où on peut sauver des vies, limiter les conséquences, et malheureusement où la mortalité reste élevée, dont pas mal d'entre elles. D'ailleurs, on va voir déjà aujourd'hui une des plus grandes urgences par laquelle on va commencer. Alors, je passe en mode plein écran. Parfait. Alors, je commence par ce cas clinique. C'est un jeune garçon de 24 ans. Il s'est initié au tabagisme depuis le lycée, ça veut dire depuis ses 16 ans. Il dit avoir un asthme qu'il gère par le salbutamol, donc de temps à autre. Et il consulte aux urgences pour une dyspnée avec une douleur thoracique d'installation brutale et qui sont très, très sévères. Alors, vous pensez à quoi? Alors, est-ce que vous pouvez répondre? Je vais garder le chat à côté de moi. Alors, vous pensez à quel diagnostic? Très bien, donc je vois bien que vous pensez au pneumothorax. Alors, est-ce que vous pouvez juste m'écrire rapidement pourquoi le pneumothorax? Qu'est-ce qui vous a mis sur ce diagnostic-là? Oui, donc il est asthmatique, il a le droit de faire un pneumothorax, mais plus il est aussi tabagique, effectivement. L'installation brutale, effectivement, je suis d'accord. La douleur brutale, localisée, c'est un côté, d'accord? Donc, effectivement, cette douleur intense d'installation brutale, un des premiers diagnostics qu'il faut évoquer, c'est effectivement le pneumothorax. Donc, comme un bon clinicien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez examiner le cas parce qu'en général, dans les urgences, vous avez plusieurs patients et vous devez prioriser le patient le plus urgent. Donc, le patient, vous paraissez polypnéique et il est à la mesure de la fréquence respiratoire, il est à 30. Il est cyanosé, il a des signes de lutte respiratoire, donc vous le voyez tirer, donc ça veut dire que déjà il met en jeu les muscles accessoires. Il est tachycarde, il a une pression un peu basse quand même, donc 8,5 sur 5,7. Et puis à l'examen, ben, vous n'entendez rien, notamment là où il a mal. Et puis vous trouvez qu'il y a un tympanisme. Il est bien conscient, il est apyrétique, son dextro était normal. Et je vous ai rajouté quand même un rapport taille sur envergure qui est supérieur à 1. Vous tirez quoi de ce deuxième encadré? Il est longiligne, effectivement. Donc, les sujets jeunes longilignes font un peu plus de pneumothorax. Pourquoi? Parce qu'il y a un gradient apico-basal qui crée une pression donc différente entre les sommets et les bases et qui peut favoriser l'éclatement de toute structure aérique, y compris les petites bulles qu'on peut avoir. Donc, effectivement. Après, est-ce qu'il est stable ou instable, ce patient-là? Est-ce qu'il vous inquiète ou pas trop? Est-ce que c'est un pneumothorax où vous allez éventuellement prendre le temps, voilà, de chercher les examens, de chercher... oui, tout à fait. Ben oui, il n'est pas très stable, le patient. On voit la pression artérielle, on voit la tachycardie, on voit la fréquence respiratoire qui s'accélère. Tous ces paramètres ben, peuvent passer de l'autre côté. Ça veut dire que le poumon va se fatiguer, il va plutôt hypoventiler. Le cœur va se fatiguer, on peut avoir des troubles de rythme, etc.
Et puis, on va comprendre pourquoi la pression artérielle va baisser. Donc, on fait toutes ces choses-là. On va essayer de les voir à travers cette présentation. Alors, chez ce patient-là, qu'est-ce qu'il faut demander comme examen clinique, paraclinique, pardon? Radiographie du thorax. Qu'est-ce que vous demanderez comme examen paraclinique? Donc, une radio, un ECG, tout à fait. Donc, voilà, radio ECG, c'est systématique. Et pour le retentissement, c'est la gazométrie parce qu'après la clinique et la saturation ne sont plus suffisantes. Et effectivement, on est face à une grande urgence puisque ce cas-là, si on ne le prend pas en urgence rapidement, eh bien, il peut se compliquer d'un arrêt cardio-respiratoire. Et puisque vous avez pensé au pneumothorax, vous avez entièrement raison. Premièrement, parce que c'est une urgence et deuxièmement, parce que c'est une des causes où on peut agir et sauver le patient d'un ACR. Donc, c'est une des causes donc, de réversibilité de l'ACR. Donc aujourd'hui, on va parler du pneumothorax et puis on aura un deuxième chapitre par la suite sur l'asthme aigu grave. Alors commençons par ce pneumothorax et puis en faisant ma petite recherche pour voir s'il y a des actualités, je me suis rendu compte que hier, c'était la journée du pneumothorax et je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale du pneumothorax. Il y a tellement de journées en ce moment, mais je suis tombée sur cette affiche de l'ERS, donc de la Société européenne des maladies respiratoires. Et je me suis rendu compte que par l'occasion, il y avait des recommandations actuelles de 2024 sur le pneumothorax. Alors, c'est quoi le pneumothorax? Au fait, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale, présence anormale bien entendu d'air dans la cavité pleurale, qui est secondaire à une brèche de la plèvre viscérale ou pariétale, mais le plus souvent, c'est la viscérale et qui a comme conséquence le collapsus, souvent total, c'est ce qui fait la gravité, parfois partielle, donc c'est un peu moins grave, mais on sait que l'évolution peut toujours se faire vers un collapsus total du poumon, et donc c'est de là où émerge la notion d'extrême urgence. Alors, c'est une urgence pour porter le diagnostic, mais aussi pour faire une attitude thérapeutique correcte dans les plus brefs délais. Alors, il y a deux types de pneumothorax. Il y a le pneumothorax traumatique qu'il faut éliminer d'emblée par l'interrogatoire, par le constat de l'état du patient s'il est inconscient, qui peut être accidentel, c'est le plus souvent le cas, ou parfois même iatrogène. Et sachez que même en cas de traumatisme fermé, on peut avoir des pneumothorax et parfois le pneumothorax peut être contralatéral au point d'impact. Le plus souvent, le pneumothorax est plutôt spontané, primitif ou secondaire à une maladie pulmonaire préexistante. Alors, c'est une pathologie très, très fréquente. Il y a même une loi de série. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais des fois, il y a une loi de série qui fait qu'on a des pics. Et il y a des hypothèses qui ont été avancées. Il y a des pics lors du printemps. Il y a un pic aussi à l'automne. Et puis, on voit les cas se succéder alors que, bon, il y a un moment, on n'entendait pas plus parler de pneumothorax. Et on a avancé peut-être les changements de la pression atmosphérique qui vont agir justement sur la pression interne du corps. Alors, chez le sujet jeune, c'est plus le contexte traumatique qui est retrouvé, alors que chez le sujet âgé, il faut toujours explorer le poumon. C'est souvent des maladies pulmonaires qui ont le temps d'évoluer et qui se compliquent et où le pneumothorax peut être un mode de révélation. Le diagnostic du pneumothorax est un des plus faciles. C'est la clinique plus une radiographie standard, donc il ne faut pas le rater. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une urgence et il faut traiter correctement pour éviter aussi la récidive qui est la principale complication. Alors, je vais juste... Au fait, moi, je perds un petit peu les commentaires. Donc, si vous avez des questions par moment, je vais sortir pour regarder si vous aviez des questions que vous pouvez aussi poser au fur et à mesure. Alors, un petit rappel. Comprenons ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Déjà, comprenons l'organe concerné, c'est la plèvre. Et la plèvre est une séreuse très particulière. Pourquoi? Parce qu'elle a un double feuillet. Il y a un feuillet viscéral qui est collé au viscère, qui est le poumon. Donc, elle épouse vraiment intimement tous les reliefs du poumon, d'accord? Et s'insinue dans les scissures et puis va se replier sur elle-même au niveau du hile pour refaire le tour et cette fois-ci s'accoler aux organes de voisinage, à savoir, ça commence par la plèvre dite médiastinale, ensuite la plèvre pariétale et enfin la plèvre diaphragmatique.
mais on dénomine ces trois composantes comme une plèvre pariétale. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que ce feuillet-là, dit plèvre pariétale, ça colle à la paroi. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la paroi thoracique vont s'opérer des mouvements qui vont amener avec eux le poumon grâce à la continuité avec la plèvre viscérale. Et c'est comme ça que le poumon pourra faire ses mouvements d'inspiration et d'expiration. Donc, on a ce double constituant. Donc, c'est un feuillet viscéral et pariétal, mais finalement qui sont continus et qui va solidariser le poumon à la paroi thoracique, mais ça sous-entend aussi au diaphragme et au médiastin. Alors, la plèvre, pour ceux qui viennent de faire la fête du mouton, moi je me dis c'est toujours une occasion pour revoir un petit peu l'anatomie. Et la plèvre, elle ressemble à ça. C'est une membrane très fine qui est peu épaisse, d'accord, à peu près 1 mm, mais qui est très très rigide et très très forte. C'est ce qu'il faut savoir. Et pour simplifier ce que c'est que la plèvre, moi j'ai adoré ce schéma. Imaginez un petit ballon, d'accord? Un ballon avec lequel les enfants jouent. Très bien. Et imaginez le poumon, d'accord? Qui va être enveloppé par ce ballon-là. Donc, au fait, le ballon va s'accoler sur le poumon, d'accord? Et donc, on aura la partie qui était en contact direct avec le poumon, c'est la plèvre viscérale. Et ensuite, ce qui reste au-dessus, d'accord, avec l'invagination au niveau du hile, c'est la plèvre pariétale. Maintenant, c'est quoi la particularité? C'est que pour réussir justement cet enveloppement, il y a la notion de la pression négative. Et ce qui répond à ça le mieux, c'est cette image. Quand on veut ranger plein d'éléments et qui ne prennent pas d'espace, on met ce qu'on appelle le sous-vide. Très bien. Alors, sachez que cette double membrane, qui est faite finalement par une couche de cellules mésothéliales aplaties, grandes et larges, mais qui ont une jonction très lâche. Elles ne sont pas très, très collées, les cellules mésothéliales entre elles. Donc, il y a un petit peu d'espace et c'est ce qui favorise le passage aussi bien du liquide que de l'air. Alors, ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on a une pression négative qui fait que les deux feuillets restent complètement accolés et l'espace sera dit un espace virtuel. Alors, c'est quoi le rôle de cette plèvre? On a parlé du rôle mécanique, mais pas que. C'est aussi un espace important de défense immunitaire avec des cellules immunitaires résidentes et des cellules qui vont venir via la vascularisation qui est très importante. Et puis, comme tout organe, on va ramener les éléments nutritifs. Maintenant, cet espace pleural, comme on vient de dire, il est mis sous vide, donc il est accolé grâce à une pression dite négative qui est de -2 jusqu'à -5 cm d'eau. Tant que l'espace est fermé, tant que le poumon est voilà, en expansion. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'un poumon ouvert veut dire un poumon où les voies respiratoires passent l'air et surtout où les alvéoles sont ouvertes, certes grâce au rôle du surfactant, mais aussi au rôle de la pression négative de l'espace pleural. Et c'est ce qui permettra au final que l'air, l'oxygène particulièrement, arrive au niveau de l'alvéole et fasse les échanges à travers le capillaire. Donc, ça vous amène aux conséquences qu'on verra tout à l'heure. Et pour que l'espace reste virtuel, on a parlé de cellules immunitaires, on a parlé d'éléments nutritifs, donc il y a bien des entrées et des sorties. Il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre le débit entrant et le débit sortant, aboutissant à peu près un cc de liquide pleural. C'est ce qui est largement suffisant pour permettre la fluidité de cet espace. Maintenant, ça, c'est la nature, ce qui devrait se passer. Donc, l'anomalie, en l'occurrence ici, c'est une brèche pleurale. Rappelez-vous de l'image qu'on a vue tout à l'heure du sous-vide. Si vous avez déjà essayé, pour ceux qui ont essayé, ou alors juste imaginez, je fais une petite brèche. Comment se fera l'ouverture? De façon brutale. Et c'est ce que rapportait notre patient tout à l'heure. Donc, quand on a une brèche pleurale, on aura la mise en contact d'une cavité pleurale dite à pression négative et d'un poumon dit à pression positive qui se rapproche de la pression atmosphérique. Et si c'est la plèvre pariétale, au contact avec la pression atmosphérique directement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une issue d'air de façon hyper rapide, parce que le gradient est très important, vers la cavité pleurale. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La cavité pleurale va s'ouvrir. Rappelez-vous du sac sous vide. Tac, comme ça, rapidement. Et le poumon, lui, il va se collaber. Donc, d'abord, il va perdre le contact avec sa plèvre pariétale. Il va être collabé avec sa plèvre viscérale. D'accord? Très bien. En même temps, cette irruption d'air rapide
On a perdu les espaces d'échange, donc le patient sera mal, il ne va pas bien respirer, comme c'était le cas de notre patient. Et puis deuxièmement, la plèvre est très innervée. Il aura hyper mal et on parle de douleur en coup de poignard. D'accord? Donc regardez ce qui va se passer. Et encore, ça, c'est des jolis poumons tout roses. Le monsieur n'a pas fumé. Mais ça, c'est un pneumothorax iatrogène qu'on a créé lors d'une thoracoscopie. Et vous voyez que le poumon, avec sa plèvre viscérale, s'éloigne de la paroi thoracique où la plèvre pariétale reste collée. Et puis, vous voyez que les scissures aussi se sont ouvertes parce qu'il y a une pression d'air. Et donc, on a un poumon qui va être collabé et qui ne va plus participer aux échanges gazeux correctement. D'ailleurs, regardez bien ce qui se passe. Qu'est-ce que vous aurez finalement? Un poumon où l'air arrive quand même à passer. Il est ventilé, mais il n'est plus perfusé. Donc, qu'est-ce qui va se passer au fait? C'est que quand on l'inspire, supposons par exemple le pneumothorax, tout à l'heure, je pense que le patient c'était à gauche. L'air rentre par la trachée. Il passe un peu à gauche, mais pas trop, mais le plus va passer à droite. Très bien. Mais normalement, on a deux poumons et on a besoin de tout cet espace pleural pour oxygéner notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une bonne partie d'air qui était dédiée à passer dans ce poumon gauche collabé ne va pas avoir ce changement d'air, ce renouvellement d'air. Donc finalement, on aura l'équivalent d'un shunt droit-gauche. Ça veut dire que finalement, on aura une bonne fraction de sang non oxygéné qui va passer directement du cœur droit vers le cœur gauche. Imaginez les capillaires au fait. Hop, c'est passé, il n'y a pas eu échange gazeux. Et finalement, ça arrive au niveau du cœur gauche et qui va pomper dans la circulation un sang qui n'a pas eu l'occasion de s'oxygéner. Donc, vous imaginez l'hypoxie qui va s'en suivre. Alors, quand le cerveau, lui, détecte qu'il y a eu manque d'oxygène, qu'est-ce qu'il va faire? Il ventile vite. Il se dit, il y a un problème. Allez, on ventile vite. Donc, on aura l'hyperventilation réflexe. Or, on hyperventile grâce à des muscles qui vont se fatiguer, puis on passera en hypoventilation. C'est un degré de gravité encore plus important. Donc, on va avoir une hypoxémie qui va encore s'aggraver par la fatigue et l'hypoventilation. Et dans un premier temps, on aura de l'hypocapnie. Pourquoi? Parce que le CO2 diffuse très très vite. Donc, on perd beaucoup de CO2, mais à un moment, quand on va se fatiguer, qu'on va passer à l'hypoventilation, on ne pourra plus éliminer le CO2 et on aura même de l'hypercapnie. C'est un critère de gravité. Donc, le pronostic parfois est encore plus grave dans ces cas-là. Quand on a un pneumothorax dit suffocant ou compressif, ça arrive quand? C'est des cas particuliers. C'est-à-dire que la fistule a été très très large. En général, les fistules sont petites et elles se collabent rapidement. Mais des fois, vous avez des tableaux bruyants et des tableaux qui ne répondent pas au drainage. Pourquoi? Parce que la fistule a été très très large. Ou encore pire, la fistule dite à soupape. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la soupape. Alors, au fait, le patient, quand il inspire, il tire le poumon, il ouvre la fistule et l'air, il rentre avec un débit important. Or, quand il va expirer, le poumon, il se ratatine. La fistule, elle se ferme, donc la sortie, elle va être faible. Donc, vous aurez des entrées massives, des sorties minimes, des entrées massives, des sorties minimes, et ça aboutit à un pneumothorax suffocant. Et donc là, il n'y a plus d'espace parce que quand même, il y a un cadran rigide fait d'os, il y a un diaphragme et des viscères en dessous. Donc, ça se remplit. Oui, il y a des éléments un peu mous qu'on arrive à pousser un petit peu, mais à un moment, voilà, on suffoque. Et ça, c'est un signe de gravité. Ensuite, quand le pneumothorax est bilatéral, c'est une extrême gravité. Pardon? Quelqu'un a posé une question? Alors, vous m'entendez bien? C'est bien ça? Super. Alors, je continue. Donc, au fait, ce qui se passe dans le pneumothorax bilatéral, c'est qu'il faut en urgence assurer un côté. Parce que l'autre côté, s'il est abondant, c'est déjà très grave, mais même s'il est minime, on ne sait pas comment il peut évoluer. Et là, c'est vraiment des pronostics très, très réservés. Enfin, le pneumothorax peut même être minime. Mais si le poumon est malade, imaginez un poumon fibrosé, un poumon siège, je ne sais pas, d'un grand cancer. Voilà. Au fait, ce poumon-là, il ne pourra pas voilà, assurer sa fonction primordiale qu'est l'hématose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces formes particulières, surtout dans les pneumothorax compressifs? Imaginez avec moi un petit peu. La cavité se remplit d'air, ok? Et on arrive à des entrées très importantes. On a compris ce qui se passe dans la cavité pleurale, les poumons, etc. Mais ça va au-delà. Le poumon qui s'est collabé à cause d'une plèvre qui s'est remplie vont à eux deux pousser le cœur.
Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une compression d'abord du côté droit, donc l'oreillette droite et les veines caves. Donc, le retour qui devrait se faire par les veines caves ne se fera pas bien. Vous imaginez un petit peu les conséquences? L'insuffisance cardiaque droite qui va venir, voilà. Ensuite, le cœur gauche. Le cœur gauche, c'est la pompe. Le cœur gauche veut se remplir déjà par du sang oxygéné, on lui a déjà réduit sa part d'oxygène. Et en plus, quand il veut pomper, ben, il est bloqué par cet air, d'accord? Donc, on aurait une diminution du débit cardiaque. C'est pour ça que notre patient tout à l'heure, avec sa petite pression artérielle, devait nous inquiéter énormément. Parce que voilà, l'état de choc était là. Et puis, c'est ce qu'on appelle la tamponnade gazeuse. Donc, c'est dire la gravité sur le cœur également, ce qui peut aboutir tout bêtement chez des sujets tout jeunes, voilà, des fois vraiment sans facteur majeur, sans atteinte, sans comorbidité associée, à une défaillance cardio-respiratoire, donc l'arrêt cardio-respiratoire et le décès. Par contre, si on y pense, ben, vous pouvez justement sauver ce genre de patient. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a cette brèche qui va donner toutes ces conséquences? Traumatique, ça c'est à écarter par l'interrogatoire rapidement. Sans oublier les pneumothorax iatrogènes, vous savez, les voies centrales. Donc ça peut des fois être iatrogène. Et là, c'est souvent une brèche pariétale. Parfois, c'est les deux parce que l'espace est très intriqué. En général, quand on touche la pariétale, on touche aussi la viscérale. Par contre, le plus souvent, le pneumothorax n'est pas traumatique, il est spontané. Soit primaire, c'est le cas de notre patient, un jeune qui s'initie au tabagisme, voilà, qui a des poumons longilines. Sachez qu'on peut tous avoir dans notre poumon des petites bulles qui font moins de 2 cm, ou ce qu'on appelle aussi des blebs, des petites bulles qui sont dans la plèvre, qui sont dues au fait à une évolution, euh, on va dire anormale, de la vacuolisation de l'arbre bronchique. Parce qu'au début, on part d'un feuillet qui va s'invaginer, donc s'ouvrir, et après, on aura cette bifurcation dichotomique. Donc en deux, et puis chaque bronche encore en deux, etc. Mais des fois, on peut avoir des petites bulles qui restent comme ça isolées et qui peuvent justement se rompre et donner ce pneumothorax qu'on dit spontané. On ne sait pas d'où il vient, mais au fait, c'est qu'on a des petites bulles qu'on ne voit pas forcément, mais des fois, enfin assez souvent, on les voit au niveau du scanner. Donc on parlera du rôle du scanner tout à l'heure. Donc oui, un sujet longiligne aura plus tendance à faire ces ruptures. On a expliqué tout à l'heure pourquoi. Alors, regardez à quoi ressemblent les bulles. Les blebs, c'est ce que vous voyez à gauche, ici. Elles sont vraiment infiltrées dans la plèvre. Ok. Et les bulles, ce dont je parlais chez le sujet sain, ce sont des petites bulles. Ce que je vous montre ici, c'est les bulles de la BPCO. Donc, vous voyez un petit peu le poumon qui est entaché de noir. Souvent, la BPCO est post-tabagique, pas que, mais bon. Alors, les bulles, c'est quoi? C'est vraiment, vraiment comme une bulle de chewing-gum, si vous voulez un petit peu imaginer. Donc, c'est très fragile et ça peut exploser à tout moment. Donc, ces patients-là, on comprend pourquoi ils vont faire des pneumothorax. Mais toujours, avant de dire que c'est spontané et primitif, il faut quand même écarter la nature spontanée mais secondaire à toute lésion aérique. Ça peut être un kyste, ça peut être des dilatations de bronches, ça peut être un cancer excavé, ça peut être une infection avec des excavations, donc perte de substance. Tout ce qui est périphérique, qui contient de l'air, peut à un moment se rompre dans la plèvre et donner un pneumothorax secondaire. Alors, ça, c'était pour nous. Maintenant, on revient à notre patient. Pourquoi tout à l'heure vous m'avez dit pneumothorax? Parce qu'il y a eu des connexions dans votre cerveau. Et maintenant, vous comprenez mieux une fois qu'on a vu la physiopathe. Début brutal, on comprend pourquoi. Sac sous vide, il s'est ouvert, tac, ça rentre, les nerfs, les terminaisons nerveuses, ça donne quand même une douleur au premier plan de façon hyper brutale. D'accord? C'est la douleur et c'est la brutalité qui vous a mis sur le diagnostic. Alors, le début survient en général, mais ce n'est pas une thèse qui est vérifiée et qui est retenue par tous. Lors d'un effort à glotte fermée, c'est en général, par exemple, quand vous soulevez un poids, vous fermez un petit peu la bouche, vous respirez, mais la glotte, elle est fermée. Cette hyperpression peut faire rompre des bulles. Très bien. Ou encore, le vol et la plongée, la pression qui va changer. Ou les variations saisonnières, d'où les lois de série que vous voyez parfois. Et donc, c'est brutal et c'est la douleur qui est au premier plan, que ce soit pour le patient ou même pour vous tout à l'heure, c'est la douleur qui vous a intéressé. Une douleur intense, en coup de poignard,
qui bloque l'inspiration et qui peut être atténué par la suite. C'est-à-dire que si le patient a traîné, hein, vous voyez un petit peu, hein, il va ici, il va là, on peut rater le diagnostic, on peut lui dire non, c'est pas nous, il faut aller voir les urgences, voilà. Donc, entre-temps, elle peut s'atténuer, mais elle reste là. Et elle est souvent associée à la dyspnée. Vous comprenez pourquoi? Maintenant, on a expliqué, le poumon s'est rétracté, il n'y a plus d'échange, manque d'oxygène, le cœur qui souffre aussi, donc il y a une dyspnée avec des mécanismes très, très variables. Et puis, la toux, quand elle est là, ben, elle vient pour compliquer les choses. C'est une toux sèche, quinteuse, qui survient voilà, au moindre effort, parole, changement de position et qui va accentuer la douleur. Donc, cette triade DDT, si vous voulez, d'installation brutale, donc douleur, dyspnée, toux, oriente normalement vers ce diagnostic. Donc, rappelez-vous, maintenant, vous comprenez pourquoi c'est brutal et vous comprenez tous les signes et leur importance. Alors, à l'examen, vous allez, quand vous regardez votre patient, voir un patient anxieux. Pourquoi? Parce qu'il manque d'air et il a peur. C'est ça la connotation de la dyspnée, c'est que le patient a peur de mourir asphyxié. Voilà. Et cette anxiété, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je reviens aux discussions. Je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps. Qu'est-ce qu'elle fait la dyspnée en plus? Je vais vous poser la question, essayez de me répondre. Qu'est-ce qu'elle fait la dyspnée en plus? Pardon, l'anxiété, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait l'anxiété en plus? Bon, j'ai donné une partie de la réponse. Ce patient, voilà, très bien. Un patient qui a peur, un patient angoissé, effectivement, c'est le système sympathique qui va s'accélérer, il va encore respirer plus vite. Donc, il va aggraver son hypoxémie, il va aggraver son hypocapnie. Et donc, il fait effectivement, oui, docteur Naim, il fait de l'hyperventilation et il risque de se fatiguer et de passer en hypoventilation. C'est-à-dire que quand vous voyez un patient en hyperventilation, déjà, c'est le signal d'alarme. Je ne veux pas arriver à l'hypoventilation et je commence par rassurer mon patient. Sachez que c'est une étape importante. D'accord? Bon, après, vous voyez ce qu'il est cyanosé, ce qu'il tire, il respire vite, voilà, sa morphologie, etc. Donc, sincèrement, l'examen, c'est une étape en or. Regardez votre patient, palpez, auscultez, etc. Donc, à l'examen, on voit dans les pneumothorax suffocants chez les sujets maigres, on voit qu'il y a un côté qui est distendu et qui est plus ou moins immobile. Et puis, à l'examen, vous allez trouver la triade. Tympanisme, donc c'est hyper sonore des deux côtés, mais plus d'un côté, c'est le tympanisme. Aucune vibration vocale. Contrairement au liquide, où on peut avoir une petite transmission, on vous dit diminution ou abolition. Ici, c'est abolition des vibrations vocales. Et puis, quand vous mettez le stéto, pas de murmure vésiculaire. Et dans certains cas, ça, c'est un bruit qui est voilà, fugace. On peut avoir un souffle amphorique. C'est comme si vous souffliez dans un récipient en métal. Donc, vous allez vous dire, comme tout à l'heure, c'est un pneumothorax. Et vous allez demander la radiographie thoracique et vous allez voir cette image qu'il faut vraiment graver dans la tête. On a une hyperclarté. Même de l'autre côté, il y a de l'air. Mais l'autre côté est traversé par la trame vasculaire. Donc, il y a du blanc. Or, le côté où il y a le pneumothorax, c'est noir et sans trame vasculaire. C'est très important. Et puis, ça délimite à l'intérieur quelque chose de blanc et qui rappelle le moignon pulmonaire. Donc là, vous voyez la gravité de la chose. Maintenant, vous voyez ce moignon pulmonaire comme des surfaces d'échange qui ont été perdues. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut aussi voir dans cette radio? Et rapidement, est-ce que c'est bilatéral? C'est très important, ne serait-ce qu'un tout petit décollement de moins de 0,5 cm des fois. Est-ce qu'il y a une participation liquidienne? Alors, sachez, par exemple, chez ce patient-là, quand vous regardez en bas à gauche, il y a un petit niveau. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite inflammation et au retour, quand il y a inflammation, il aura plus de chances à s'accoler. Les cul-de-sac complètement vides, on se dit qu'il peut tarder justement à s'accoler. Ensuite, est-ce qu'il y a des signes de refoulement? Alors oui, on les voit. Vous voyez l'axe du médiastin, le cœur un petit peu refoulé à droite. Regardez avec moi le diaphragme gauche, comment il est par rapport au droit. À droite, le diaphragme garde cette image. On parle de coupole. Tac, comme ça, c'est convexe. À droite, non seulement il a perdu sa convexité, mais il est concave. Non pas aplati, mais concave. Et rappelez-vous que le diaphragme est le principal muscle inspiratoire et l'inspiration est le temps actif de la respiration. D'accord? Donc, c'est hyper important, d'où l'importance de vider, entre autres, pour aussi permettre au diaphragme de se libérer.
Et puis, regardez un petit peu les signes de distension. On voit que c'est un peu plus distendu à gauche par rapport au côté droit, y compris l'ouverture du cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophénique. Et puis, regardez, hein, si vous regardez bien, je ne sais pas si ça ressort chez vous, si vous avez la même image comme moi et vous êtes aussi en diaporama, il y a des petites bulles dans le moignon pulmonaire, il y a des petites clartés dans le sommet contralatéral. Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous avez vu les bulles? Parce que c'est important. Et ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez vu des petites clartés dans le haut du moignon pulmonaire et dans le sommet, dans l'apex à droite, du côté contralatéral? Vous les avez pas vues? J'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez me répondre? Non? Est-ce que vous les avez vues, les petites bulles, hein? J'arrive. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si vous allez voir le curseur. Alors, là où il y a la flèche noire, juste au-dessus, il y a des clartés comme ça, finement cerclées. Et dans le côté contralatéral, je vais essayer de mettre le pointeur. Il y a ici, et surtout, regardez cette petite grappe ici, à ce niveau-là. Il y a plein d'images claires, finement cerclées. Et voilà, donc ça veut dire que ce patient-là, est-ce que vous les avez vus maintenant? Super. Ben oui, je me remets en mode diaporama, je lis juste vos messages parce que je les perds en faisant le diaporama. Bien sûr, je vais me mettre en diaporama. Voilà. Donc voilà, mais ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que ce patient-là risque encore de récidiver de façon homolatérale et contralatérale. Alors, maintenant, c'est vous qui allez travailler. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'on a aussi un pneumomédiastin dans cette radio? Celle d'avant. Ok, je vais regarder. Alors, attendez. Vous voulez que je revienne ici, ce qui est un pneumomédiastin. Au fait, à la radio, je ne pourrais pas dire un nom complet. D'accord? C'est, on peut douter, mais si sur cette image-là, on n'a pas d'image de pneumomédiastin total. Après, on peut douter à ce niveau-là, mais quand on regarde bien, il y a bien des attaches du cœur avec le diaphragme. Mais on n'a pas de clarté qui cercle dans la partie où il y a de l'opacité, parce que là, il y a de l'air, vous ne pouvez pas savoir. Mais ici, à droite, d'accord, vous ne pouvez pas deviner. Donc, des fois, la radio, elle a des limites. Mais on peut douter. Donc, sur cette radio, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je ne sais pas si je peux avoir la discussion sans quitter à chaque fois. Donc, l'anomalie que vous avez vue. Donc, est-ce que vous avez vu l'anomalie sur la radio que je vous ai montrée là? Est-ce que vous voyez l'anomalie? Est-ce que vous voyez le pneumothorax ou pas? Rassurez-moi. D'accord, heureusement. Super. Alors, oui, on a un pneumothorax droit. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit épaississement de la plèvre viscérale. Et ça peut être une cause de non-retour du poumon à la paroi. Est-ce que vous voyez... Alors, sur cette radio-là, ça peut prêter à confusion parce que c'est un peu noir un peu partout, des deux côtés même. Ça, c'est le cas des BPCO, les personnes emphysémateuses. Il y a tellement de destruction qu'on perd de la trame. Mais oui, effectivement, il y a un pneumothorax. C'est pour ça qu'il faut lire les radios sur des négatoscopes. Et on voit le moignon pulmonaire qui n'est pas aussi net que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il est pathologique, avec une limite double qu'on voit à peine pour la partie supérieure. Alors ici, est-ce que vous voyez l'anomalie? Donc on a un pneumothorax qui est gauche. C'est une mauvaise radio. Pourquoi? Parce qu'elle coupe les cul-de-sac. On ne voit pas ce qui se passe réellement. On a une distension importante. Et puis, est-ce que vous voyez cette bulle-là?
Alors, cette bulle veut dire que le patient peut encore la rompre et peut récidiver facilement. Donc, il faut quand même avoir une solution radicale chez ce type de patient. Alors, est-ce que vous voyez sur cette radio quelle est l'anomalie? Est-ce que je vous laisse regarder un petit peu et vous allez me dire, et je vais revenir sur le chat pour voir vos réponses. Donc, essayez de répondre. Qu'est-ce qu'il y a sur cette radio? Non, il y a pas de piège, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de piège. Donc, il y a un pneumothorax, OK? Il y a un pneumothorax à droite, mais un peu plus que ça. Alors, regardez, chez ce patient-là, il ne s'améliorait pas, OK? Et donc, on a dû faire un scanner. Et regardez sur le scanner ce qu'on trouve, c'est qu'il avait un pneumothorax bilatéral, OK? Donc, quand on revient sur la radio, regardez un petit peu, je reviens sur la radio d'avant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un petit décollement. Regardez, le décollement dont j'ai parlé tout à l'heure et qui peuvent être très, très minimes. Je vais remettre le pointeur pour vous montrer. Alors, regardez, cette limite très, très fine ici, ben, c'est un petit décollement et c'est ce qu'on voit mieux sur le scanner. D'accord? En plus, il avait aussi un peu d'emphysème sous-cutané. Donc, c'est ce qu'on voit mieux sur le scanner thoracique. Donc, le scanner, bien entendu, on voit l'emphysème sous-cutané, on voit le pneumothorax contralatéral, on va aussi regarder le poumon qui est pathologique. Regardez ici en haut à droite, il y a déjà des bulles, d'accord? Et puis quand vous descendez plus bas, voilà, c'est un poumon avec des plages de verre dépoli. Ça, c'était après la mise du drain. Donc, comme vous voyez, il faut absolument assurer un côté. Mais il faut dire qu'au début, dans l'urgence, le médecin n'avait pas vu qu'il y avait une atteinte contralatérale. Mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est quand même qu'il a mis un drain, qu'il a drainé dans l'urgence. Donc, il a finalement assuré un côté. C'est ce qui est très, très urgent. D'accord? Voilà. Donc, très bien. Alors justement, c'est ce qui m'amène à poser la question, est-ce qu'il faut faire des scanners à tort et à travers? On aime bien le scanner, c'est vraiment une solution de facilité, mais est-ce que tout le monde a accès à un scanner? Est-ce qu'on peut justifier le coût vis-à-vis du patient, voilà, et des organismes sociaux? Est-ce que c'est la solution à tout? Ben, je vais dire que non, il n'est pas systématique parce que dans l'urgence, la radio, elle fait tout. Maintenant, en cas de doute, en cas de poumon pathologique, je veux voir quand même ce qui se passe, je veux voir la cause, je vois le risque de récidive, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand je pense opérer le patient, eh ben oui, ce sont des patients qui nécessitent quand même un scanner thoracique et vous voyez tout ce qu'on a pu voir sur le scanner. Donc, on voit le pneumothorax, on regarde un petit peu l'état de la plèvre viscérale, on regarde un petit peu, par exemple, ici, ce sont des dilatations de bronches kystiques, voilà, qui peuvent se rompre. Et puis, on fait donc un bilan lésionnel complet. Alors, chez ce patient-là, par exemple, qui a bénéficié d'une thoracoscopie, regardez, il avait des toutes petites bulles. Regardez les bulles. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très, très fragile. Vous imaginez maintenant que ça peut se rompre très, très facilement. Et voilà. Alors, les dumuistes, vous êtes de garde et vous recevez une patiente de 31 ans qui présente de façon très brutale une douleur, une dyspnée et une toux et qui a un syndrome d'épanchement aérique. Vous pensez à un pneumothorax, vous faites la radio, c'est un pneumothorax. Comment vous évaluez la gravité? Allez, j'attends. Les urgentistes de demain. Comment vous... Oui, oui. Voilà, donc très simple. Toutes les pathologies que vous allez voir dans l'urgence, ce sont les axes vitaux, tout simplement. Donc, du coup, voilà, c'est les différents axes que vous allez voir. Donc, l'axe respiratoire, l'axe circulatoire, l'axe neurologique. Donc, c'est ce que vous faites d'habitude, c'est les fameuses FMM. Donc, je regarde le respiratoire, donc patient polypnéique, au contraire bradypnéique, est-ce qu'il lutte, est-ce qu'il cyanose, à l'auscultation, est-ce que j'ai des bruits anormaux qui peuvent m'orienter et surtout qui vont me localiser le poumon, à la recherche notamment du murmure vésiculaire qui est absent, puis faire une gazométrie c'est très important. Le circulatoire, donc les constantes, l'hypoperfusion est auscultée, puis les neurologiques, est-ce que le patient est conscient, est-ce qu'il a des signes neurologiques autres. Maintenant, dans le pneumothorax, il faut quand même faire attention au terrain.
Un pneumothorax dans un contexte polytraumatique, c'est un degré de gravité plus important. Un pneumothorax, une BPCO, c'est grave. Un patient ventilé qui fait un pneumothorax, c'est aussi très, très grave. Et quand le poumon est pathologique. Enfin, la radio est très importante parce que déjà, quand vous voyez qu'il y a les signes de compression ou la bilatéralité, ça va vous inquiéter. Et puis surtout, surtout quand il y a un épanchement, ça peut être du sang, donc ça peut être un hémothorax ou un pyopneumothorax. Et là, c'est des signes de gravité supplémentaire parce que le patient peut faire en plus un état de choc hémorragique, un état de choc septique. Donc, on a quelque chose qu'il faut gérer en parallèle. Donc, voilà. Et puis, voir le parenchyme et la plèvre. Donc, le pneumothorax suffocant, c'est la clinique, certes, mais c'est aussi la radio. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le déplacement important, comme on l'a vu dans les radios précédentes et ici. Et vous voyez le poumon qui fait hernie dans le médiastin. Regardez la clarté où elle vient et le moignon pulmonaire qui se projette quasiment sur l'axe vertébral. Donc, vous voyez, regardez le moignon, il est là. Et vous avez le poumon droit qui fait hernie, vous voyez, dans le médiastin et le poumon qui est complètement euh, refoulé. Il va être bloqué ensuite contre le poumon contralatéral. Du coup, vous imaginez la détresse respiratoire, mais aussi la tamponnade gazeuse et toutes les complications qu'on a vues tout à l'heure. Donc, en face d'un signe de gravité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, certes, que c'est grave, mais qu'il faut drainer. Et un seul signe, un seul critère suffit pour drainer le patient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je le surveille, on ne peut pas se suffire d'une exsufflation, il faut au contraire mettre un drain à demeure pour assurer la sortie constante de l'air. Donc, finalement, le début est brutal. La douleur, elle est très importante au premier plan avec une dyspnée qui reflète justement l'hypoxie et toutes les conséquences respiratoires et hémodynamiques. Et puis là, tout peut être associé. On trouve donc un syndrome d'épanchement aérique, d'où l'importance de l'examen clinique. Et la radio va confirmer. Et en cas de doute, n'hésitez pas à demander un scanner parce que vous êtes face à une urgence et recherchez les signes de gravité pour instaurer un drainage immédiat. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire de ces pneumothorax? Il faut les hospitaliser, d'accord? Maintenant, des fois, on n'a pas de place. Alors, si on est contraint de lâcher un petit pneumothorax, il faut quand même lui dire qu'il doit être au repos strictement et revenir au moindre signe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce pneumothorax minime peut à un moment, justement, s'aggraver, devenir un pneumothorax important. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même garder les patients et s'arranger pour leur trouver une place. Donc, l'objectif, c'est, allez, vider, permettre l'expansion pulmonaire tout en pensant à réduire le risque de récidive. Alors, quand je parle depuis tout à l'heure de mettre un drain, d'exsuffler et tout, bah, attention à ne pas ponctionner des lésions qui ne sont pas du pneumothorax. Donc, cliniquement, bon, voir les autres étiologies de la douleur et de la dyspnée, d'accord, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quand je vais faire un geste, donc à l'imagerie. Alors, quand on a de l'air, ça peut être une grosse bulle, une grosse cavité, qu'elle soit infectieuse, tumorale, maladie de système. Voilà, il y a des cavités qui vont s'excaver. On aura de la nécrobiose septique ou aseptique. Et puis, ça peut se rompre à un moment. Et des fois, on a des très grandes cavités qui peuvent mimer un pneumothorax. Au niveau de la base, attention aux hernies, d'accord, qui peuvent faire irruption dans le thorax. Et voilà. Et puis, ça peut aussi être une bulle ou une cavité. Alors, regardez cette radio. Cette radio peut poser problème. C'est les gros emphysémateux. Alors, pour comprendre, voici au scanner ce qui se passe chez eux. Il y a tellement de la destruction qu'ils ont voilà, des cavités aérées. Quand vous regardez le côté gauche, des fois, ça peut prêter à confusion avec un pneumothorax. Qu'est-ce qui va différencier, s'il vous plaît, si j'ai une image comme ça? D'accord? Et je pense que c'est un pneumothorax. Ça nous arrive souvent de douter, de revoir même avec les radiologues sur console et tout. Qu'est-ce qui va différencier si c'est un pneumothorax ou une grosse bulle d'emphysème? Qui peut me dire? Ben oui, mais même dans le pneumothorax, des fois, on a du parenchyme. Mais dans les grosses bulles, ça va être une grande cavité également. Il n'y a plus de parenchyme. Dans les pneumothorax un peu, pardon, dans les emphysèmes, pardon, un peu minimes, c'est vrai, on peut avoir un peu de parenchyme. Mais ce que je vous ai montré là, c'est un emphysème bulle géant. Et des fois, ça peut prendre tous les mythorax. Donc, on peut aussi perdre le parenchyme. Qu'est-ce qui va différencier, à votre avis? Oui, des fois, le moignon n'est pas. Oui, donc le moyen n'est pas très clair. Les signes, oui, des fois la bulle, elle peut être compressive.
D'ailleurs, on parle chez les sujets BPCO de réduction de volume qu'on fait maintenant par endoscopie. On lâche des petites, qu'on appelle des petits coils, des petites valves qui vont fermer les lobes ou les segments où il y a ces grosses bulles pour les collaber et laisser le parenchyme sain, euh, euh, voilà, prendre un peu plus de place. Alors, sachez que c'est la clinique. Dans le pneumothorax, eh bien, le début, il est brutal. Dans l'emphysème en général, non. Et si c'est un patient emphysémateux que vous connaissez depuis longtemps et qui, hop, il rompt sa bulle, il aura mal. D'accord? Voilà. Et puis des fois, ben, le tableau, il n'est pas très clair, hein, donc il faut raisonner et puis ne pas toucher avant de bien réfléchir et de préparer ce qu'il faut à côté. Alors, autres anomalies, par exemple, ici, ça fait comme un pneumothorax. Mais au fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de MacLeod. Il n'a pas de poumon à droite. D'accord? C'est en général les détresses respiratoires à la naissance. C'est voilà, il n'a pas développé un côté. Et puis ça, qui peut me dire c'est quoi le diagnostic ici? Ça peut être un pneumothorax cloisonné, hein. Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des brides. Des fois, la bride, c'est quoi? C'est que quand la plèvre viscérale reste collée à la plèvre pariétale par un petit filet qu'on appelle une bride. Et justement, ça peut être une cause d'échec du drainage, la présence de brides. Alors, qui a eu le diagnostic ici? C'est quoi l'image que vous avez en face de vous? Le patient vient, il a très très mal, ok? Et vous faites la radio et vous trouvez cette image, oui. Donc, qui dit, donc docteur Farhat, qui dit rupture diaphragmatique, dit hernie. Au fait, ça, c'est des anses coliques. Et sachez que c'est anecdotique, mais qu'il y a quand même des publications juste pour attirer l'attention des gens, parce que ça peut être très, très grave, de gens drainés. Or, dans la rupture diaphragmatique, la douleur n'est pas vive comme le pneumothorax. Et s'il a d'autres imageries, vous voyez l'image qui change, ok? Et s'il mange, c'est là où il s'aggrave, ok? Il faut revenir sur la clinique encore une fois. Et bien sûr, le scanner est le bienvenu parce que là, quand vous mettez un drain, eh ben, je vous laisse imaginer ce que ça va faire hein, avec la rupture de l'intestin. Ça donne des pyothorax et des péritonites stercorales. Et ça tue, tout simplement. Donc, vraiment, c'est hyper grave. Donc, il faut vraiment réfléchir vite, mais bien quand même. Très bien. Donc, alors, le traitement, alors, ça passe par le repos strictoli. La position demi-assise, il est dyspnéique. C'est un problème respiratoire, donc position demi-assise d'emblée. On donne un antitussif, on donne des antalgiques parce que la douleur, anxiété, hyperventilation, donc on calme la douleur. Et on peut mettre un oxygène à bas débit. Pourquoi? Parce qu'il hyperventile. Il finira par désaturer, même s'il ne désature pas. Donc, on met d'emblée de l'oxygène à bas débit. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vider l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? C'est une exsufflation. L'exsufflation par un trocar ou même par l'intranul. Hein. Dans l'urgence, c'est l'intranul. On va dans le deuxième espace intercostal antérieur, sur la ligne médioclaviculaire. Et en général, c'est vers la deuxième, troisième côte. Donc, on va raser le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le pédicule comme d'habitude. Et surtout, surtout, quand vous voulez raccorder à la source d'aspiration, mettez une aspiration très, très, très douce. Donc, commencez par 10, 15, 20, 30. Si le patient tolère, vous augmentez entre 15 et 30 cm d'eau et laissez vider. Si le patient a mal, sachez que la sortie d'air, justement, irrite les terminaisons nerveuses et ça peut être mal supporté par le patient. Donc, voici en sous-claviculaire, vous repérez l'espace, ligne médioclaviculaire, attention parce qu'il y a l'artère mammaire interne, donc ligne médioclaviculaire, vous mettez l'intranul, vous raccordez à la source d'aspiration qui est faible et vous aspirez. Alors après, on a même chose, mais on peut faire un pleurocat. D'accord? Comme ça, on le raccorde et on laisse le patient exsuffler le temps qu'il faudra. Et puis nous, on n'a pas la main liée parce que l'intranul, vous y restez. Donc dans les urgences en général, c'est ce qu'ils mettent, c'est le pleurocat. Alors on peut le mettre dans le même endroit, mais en général, on le met comme le drain au niveau du cinquième espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne. D'accord? Et on laisse buller. Donc l'air, il vient, il vient. Donc on a un bocal où il faut mettre de l'eau. Sinon, ça ne va pas buller. Donc, attention, on a cette faute de débutant où on ramène le bocal, mais il est vide. Donc, il y a l'air qui sort, mais on ne sait pas. Parce qu'à l'arrêt du bulage, on peut enlever le cathéter. Ensuite, il y a le drain, et c'est vraiment le meilleur moyen.
Ça va être sur troisième, quatrième, cinquième espace intercostal. Il ne faut pas le dépasser parce qu'après, il y a le diaphragme. Et attention au sujet brévilinien. Toujours sur les axillaires moyennes. C'est simple. On va mettre de l'anesthésie pour inciser le minimum. Au fait, l'incision doit être légèrement inférieure au diamètre du drain choisi. Après, il faut mettre en place le drain. On enlève le membrane qui a servi d'orientation, parce qu'en général, on oriente vers le haut, c'est le liquide, c'est l'air, pardon, qu'on veut. Et puis après, il faut le fixer à la peau et on le laisse avec un système aspiratif, toujours à faible aspiration. Et on va arrêter quand il y aura arrêt de bullage. Donc attention, parce que là, il y a beaucoup d'éléments vasculaires, nerveux, et il y a le diaphragme. Donc on a ce qu'on appelle le triangle de sécurité et qui est limité par le bord postérieur du grand pectoral, le bord antérieur du grand dorsal et la ligne mamelonnaire. Ça nous ramène voilà, vers le cinquième espace au max. Des fois, c'est un peu plus haut. Et donc, on met le drain en toute sécurité. Donc, comme vous voyez, on a déjà incisé, créé une petite... on a déjà anesthésié et créé une petite incision. On rentre le drain, on oriente vers le haut, d'accord? Et puis après, on enlève le membrane, on clampe pour ne pas encore laisser l'air rentrer. Et puis, vous mettez donc une fixation par rapport à la peau. Et ensuite, vous branchez le drain à un bocal avec une tubulure. Et le bocal est toujours en bas pour ramener justement l'air vers le bas. Donc ensuite, on va surveiller d'abord sur la clinique. Le patient avait très mal, il était dyspnéique, ça va s'améliorer. Sa saturation va également s'améliorer. Examinez votre patient, ça va être moins tympanique. On va retrouver le murmure vésiculaire qui va revenir progressivement. Il faut s'assurer que le patient tolère le drain hein, au risque qu'il le touche ou qu'il l'enlève. Et puis, bien sûr, on fera une surveillance radiologique qui reste quand même la plus fiable. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la principale complication, ce sont les récidives. Donc, on peut faire une thoracoscopie, par exemple, les patients qu'on a vus tout à l'heure avec plein de bulles. Donc, il a fait le pneumothorax, sur le moignon, je vois une bulle. Ça veut dire que cette bulle-là peut encore exploser, hein, éclater par la suite. Donc, je peux créer la symphyse pleurale, soit par talcage, soit mieux par abrasion pleurale. Et j'en profite pour exciser cette bulle quand c'est une grande bulle qui m'inquiète. Voilà. Et puis, chez les patients un peu âgés qui ne peuvent pas supporter un geste chirurgical, on peut talquer à travers le drain quand le patient fait des pneumothorax à répétition sur un poumon pathologique. Donc, l'évolution, on a mis le drain, regardez, magnifique. Et puis, surtout, chose importante, regardez avec moi ici, je vais mettre le pointeur. Il y a un orifice ou plusieurs dans le drain. Ben, quand vous le placez, regardez, on le voit ici, cette discontinuité de la ligne du bord du drain, elle doit être à l'intérieur. Parce que des fois, vous avez des gens qui mettent le drain, qui ont peur et qui ne rentrent ou qui ne calculent pas, parce que c'est un calcul au fait de combien rentrer le drain. Et quand ils font la radio après, ils disent le drain ne ramène rien parce qu'au fait, cet orifice-là est resté au niveau de la paroi. Donc, il doit être vraiment à l'intérieur de la cavité pleurale pour que l'air passe dans le drain facilement. Une fois qu'on a retour, on attend un petit peu, on fait l'épreuve de clampage, on réouvre, ça ne bulle pas toujours, on peut enlever le drain toujours sous aspiration. Tac, 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 on l'enlève. Et en général, on a déjà mis une bourse. Donc, on ferme la bourse ou alors on fait un petit point pour fermer l'orifice et on met un pansement compressif. Voilà. Des fois, ça ne marche pas. C'est le cas des grandes fistules, c'est le cas du poumon malade ou alors avec une pachypleurite viscérale. Quand il y a des brides épaisses ou multiples, ou quand on a un trouble de ventilation, on sait que parce que la téléctasie tire et voilà, et le retour ne se fait pas facilement. On peut avoir un emphysème sous-cutané des fois qui est impressionnant. Mais on sent comme c'est comme la neige, on sent comme une crépitation sous la main comme ça. Mais sachez que c'est pas proportionnel à la gravité. C'est plus ça fait peur, le patient s'inquiète, voilà. Et puis c'est juste, il faut s'assurer que le drain est bien posé. Une fois que l'air de la plèvre est sorti, l'air des parties molles va aussi partir dans la plèvre et partir dans le drain. On peut avoir des infections, mais c'est rare. La plèvre, elle ne s'infecte pas facilement, c'est plutôt la peau qui va s'infecter et infecter la plèvre. On peut des fois, en drainant, toucher un vaisseau, donc on peut faire saigner dans la cavité pleurale. Et attention aux pressions importantes, vous pouvez créer un œdème lésionnel qu'on appelle l'œdème à vacuum. Voilà. Donc l'emphysème, par exemple, ce patient-là, vous voyez, il y a de l'air en sous-cutané, ça donne cette image voilà, d'air un peu partout. Et c'est pas la gravité en elle-même, la gravité est faite par le pneumothorax lui-même.
Alors, sinon, on va aller vers la thoracoscopie. Donc, pareil, comme pour le drap, on crée une petite incision, on rentre le thoracoscope et on regarde ce qui se passe dans la cavité pleurale. Alors, il y a ce qu'on appelle des thoracoscopies médicales, mais quand il s'agit d'excision bulleuse, d'excision de parenchyme, etc., c'est plutôt une thoracoscopie chirurgicale. Voilà, c'est pour permettre de faire des gestes chirurgicaux plus étendus. Alors, les recommandations, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des recommandations en 2024. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai mis la référence en bas. C'est un article qui existe. Si vous ne le trouvez pas, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. C'est juste pour dire que maintenant, au-delà de la conduite, on est centré sur ce qu'on appelle les PICOS, le patient, la lésion radiologique. En fait, on a plusieurs critères pour prendre une décision. Mais en général, si le pneumothorax est secondaire à une maladie, donc spontanée mais secondaire, ce que vous voyez sur votre droite, il faut drainer. OK? Et voilà, donc si ça marche, il sort. S'il ne marche pas, on rediscute en fonction du profil du patient. Est-ce qu'on passe à la chirurgie ou pas? Alors maintenant, s'il est spontané, primaire, primitif, hein, alors, on peut, s'il est minime, surveiller. Et en cas d'échec, on peut mettre le drainage. Et comme vous voyez, on peut sortir le patient à condition de le revoir. Mais c'est un profil de patient. C'est un patient qui va partir, qui va plus revenir pour une raison quelconque. Ce patient-là, moi, je préfère l'hospitaliser. Ensuite, si on a un décollement un peu plus important, mais moyen, on peut faire l'aspiration, voilà, à l'intranul, comme on a vu tout à l'heure, au pleurocate. Et enfin, si on a un patient qui est très symptomatique, où il peut et donc décompenser, je préfère quand même le drainer, donc dès que possible. Vous voyez? Après, si ça s'arrange, je peux effectivement le faire sortir. Et quand ça ne marche pas, je vais discuter la thoracoscopie pour éviter la récidive. D'accord? Donc, pour faire simple, un pneumothorax spontané secondaire, c'est drainage. Un pneumothorax spontané très minime, peu symptomatique, c'est la surveillance. Symptomatique, j'exsuffle. Si échec, je draine, d'accord? Et si c'est un patient que je décide donc de suivre en ambulatoire, après échec du drainage, par exemple, vous avez des patients qui vont être drainés, mais le drain, il nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Ils peuvent sortir avec des valves d'Heimlich, des valves anti-retour avec leur petit bocal et aller chez eux. Donc, on a des patients, des fois comme ça, des pneumothorax chroniques, où on doit donc faire la sortie, mais il va garder son drainage à domicile. Bon, en tout cas, ça, c'est vraiment des choses qu'on décide en différé, pas dans l'urgence. Donc, bien entendu, après, il faut dire pourquoi le patient a fait un pneumothorax et traiter la cause, tout en insistant sur la prévention. Par exemple, ce sujet jeune avec lequel on a commencé, ben, si on avait fait de la prévention par lutte anti-tabac, parce que le tabac inflamme, et s'il inflamme les petites lésions qu'il a, elles vont se rompre. Donc, on peut éviter des complications multiples, mais entre autres le pneumothorax. Les patients à risque, les pilotes, les plongeurs, c'est les gens qui soulèvent des charges lourdes. Et puis, traiter correctement tout ce qui peut laisser comme séquelle une cavité, donc notamment les infections, et prévenir ces séquelles. Donc, on a fait le tour du pneumothorax depuis le début jusqu'à la fin, sachant que c'est très fréquent, que c'est une maladie bénigne au fond, mais elle peut être mortelle. Donc, c'est ça le paradoxe. Et voilà, je me dis que c'est des ACR réversibles. Donc, on peut sauver ce genre de patient. Le diagnostic est simple, c'est la clinique d'abord, c'est ce qui vous a orienté, puis la radio simplement. Et il faut évacuer l'air rapidement et pense à éviter la récidive selon ce que vous allez trouver dans votre bilan. Donc, la thoracoscopie, en cas de pneumothorax récidivant, c'est pour créer la symphyse pleurale par calcage ou par abrasion pleurale. Voilà. Donc, on a fini la première partie. Je ne sais pas si vous sentez en forme pour attaquer la deuxième. Ah, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que c'est clair pour le pneumothorax? Super. Alhamdulillah, ben super. Je suis contente. La gravité a drainé une bulle d'emphysème. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, c'est une bulle qui occupe de l'espace. D'accord? Et dans le pneumothorax, on avait dit, il ne faut pas faire des aspirations fortes au risque d'avoir un œdème lésionnel. Alors, quand vous éclatez une bulle, ben, vous avez un retour très brutal du poumon
et vous aurez un œdème lésionnel. L'œdème lésionnel, je pense qu'on peut en parler la prochaine fois parce que c'est une physiopathie très particulière hein, où le corps s'agresse lui-même, où la réponse est tellement importante au fait qu'on va agresser la membrane alvéolo-capillaire et altérer les échanges. Donc, du coup, voilà, c'est dangereux, mais bon, euh, si vous avez fait un bon raisonnement et vous êtes trompé, l'essentiel, c'est que quand on doute, bah, c'est simple. Me faut mon chariot d'urgence à côté et il me faut prévenir le chirurgien si j'ai besoin bah, d'ouvrir et d'agir rapidement. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Le drainage pleural fait peur. Ce qui fait peur, c'est de laisser mourir le patient. Donc, je ne sais pas, on peut prévoir un petit atelier de drainage pleural, justement, par simulation, ça enlève une partie de la peur. Je vous l'accorde. C'est comme prendre une épée et la rentrer dans le patient. Mais quand on dit que c'est ce qui va le sauver d'un arrêt cardio-respiratoire et de mourir, ben, on n'hésite pas trop, justement. Il faut juste respecter. Vous savez, quand on respecte le triangle de sécurité, quand on respecte les repères antérieurs pour l'exsufflation, en général, il n'y a pas beaucoup de complications. Regardez, s'il a mal, prévoyez des antalgiques à la base et puis vous allez rassurer, traiter la douleur ultérieurement. S'il saigne, si vous avez mis un drain, c'est pas grave. En tout cas, il a un drain qui va faire sortir le saignement. Et si vous voyez qu'il y a un état de choc, remplissez-le. Donc finalement, en fait, c'est moins grave que de laisser un pneumothorax tuer le patient. Alors, traitement de la douleur aiguë, tout à fait. Oui, 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 oui. Palier 1, palier 2, les morphiniques, bien entendu. Alors, les morphiniques et la détresse, c'est pas une idée qui devrait nous bloquer pour les morphiniques, c'est les doses. D'accord? Parce que la douleur aussi n'est pas bonne pour la dyspnée. Mais quand on donne des morphiniques à des doses qui ne sont pas abusives, donc qui sont juste calculées logiques, au contraire, c'est même très bien. Ok, mais on essaiera de prévoir ça, Inch'Allah. Ça marche. Alors, on attaque la deuxième partie. Vous êtes en forme ou pas? Yallah, bismillah, allez, on y va. Donc, on fait l'asthme. L'asthme, cette maladie fréquente, très fréquente même. Alors, l'asthme, c'est une maladie hyper, hyper fréquente. Vraiment, je dirais, c'est le mal du siècle. Donc, il est très, très fréquent. Maintenant, on veut parler de l'asthme aigu grave. Ce qu'on peut dire quand même, c'est grâce aux différents moyens de traitement, la mortalité par asthme, elle a diminué. Mais ça tue encore. Et je trouve que c'est dommage de voir des jeunes partir à cause d'un asthme aigu grave qui a été mal pris en charge. Et puis, les rapports de l'OMS montrent que la plupart des décès par asthme arrivent dans les pays à faible revenu. Donc, c'est ça le challenge, c'est de savoir faire les choses dans l'art avec les moyens qu'on a. Alors, l'asthme est une maladie très particulière, très hétérogène d'un patient à l'autre, et qui est caractérisée, même si on voit le patient que lors de la crise, par une inflammation chronique des voies aériennes. Donc, il y a un fond chronique, il y a des pics. OK? Donc, l'idée, quand on prend en charge un asthmatique, c'est de traiter le fond pour éviter les pics ou éviter leur gravité. Alors, il est caractérisé par des symptômes qui ne sont pas pathognomoniques, mais qui sont assez évocateurs, la dyspnée sifflante, la toux et l'oppression thoracique, cette soif d'air, ce manque d'air. Et puis, une obstruction qui est réversible, et tant mieux. Et c'est sur ça qu'il faut jouer. L'inflammation et la réversibilité de l'obstruction. Alors, qui dit une maladie chronique dit forcément des pics, des poussées. Alors, sachez que tous les asthmatiques, ceux qui savent ce que c'est, ben, ils font des petits pics qui passent. D'accord? Ils courent, ils stressent, ils rigolent. Ils peuvent faire une petite crise. C'est un petit accès et qui passe soit spontanément, soit à l'aide d'un bronchodilatateur. Mais en général, c'est tellement de très, très bref, voilà, qui sait les gérer, qui les sent même pas des fois. Mais en tout cas, ça ne dépasse pas 24 heures. Par contre, lorsque la crise se répète, s'enchaîne, dépasse le nictémère, va sur plusieurs jours, c'est une exacerbation qui doit être comptabilisée dans le dossier du patient et par le patient quand il fait de l'autogestion. D'accord? L'asthme aigu grave, c'est vraiment la forme la plus grave des exacerbations d'asthme. On l'a appelé à un moment état de mal asthmatique, mais c'est bon, c'est la dénomination retenue actuellement, c'est l'asthme aigu grave. Donc en anglais, c'est fatal asthma ou near fatal asthma. Alors, c'est une exacerbation qui est inhabituelle par la rapidité de son installation, par l'intensité et surtout
par la résistance au traitement usuel. Parce que les asthmatiques, si vous les avez vus, si vous en connaissez, si vous en êtes, ils gèrent leur maladie. Et à un moment, si on ne traite pas l'inflammation chronique, la définition elle est très très pertinente. Ben, le traitement de ce cours-là pour lever la bronchoconstriction n'est plus suffisant. Et c'est une des raisons, hein, pas que, mais c'est une des raisons qui mène à l'asthme aigu grave. OK? Et quand on résiste à ce traitement de secours, ça peut justement être une forme qui peut engager le pronostic vital dans l'immédiat. Alors, il y a deux entités. Il y a cette forme, on parle d'exacerbation, mais je vais garder le mot crise pour la simplicité du mot. C'est cette crise-là qui semble être normale, mais le patient sent que c'est pas ça. Même le médecin, quand il voit son patient, il dit, ça m'inquiète. Pourquoi? Il fait ce qu'il faut faire et il s'aggrave. On va dire, c'est une aggravation rapidement progressive qui ne répond pas au traitement, bien qu'il soit bien mené. C'est l'équivalent du syndrome de menace qu'on voit aussi en cardio. Et puis, on a la forme suraiguë. C'est un bronchospasme, ça se ferme complètement d'un coup et ça tue rapidement. Malheureusement, c'est des gens voilà, qui échappent à toute prise en charge. Mais cette prise en charge, justement, elle doit être faite par tous, par les réanimateurs, les pneumos, les pédiatres, les généralistes, les urgentistes, les transporteurs, donc d'ambulance. Vraiment, pour sauver ce type de patient, surtout dans la forme suraiguë, ça se joue en quelques heures, des fois moins. Donc, on va comprendre pourquoi c'est aussi grave. Alors, on va prendre l'asthme allergique parce que c'est le plus fréquent et celui qu'on comprend le mieux. L'asthme allergique est une fraction quand même de spécialistes et c'est une fraction moins fréquente quand même. Pourquoi on fait de l'asthme? Parce qu'on a des gènes qui font qu'on est atopique. Et c'est quoi l'atopie? C'est qu'on fabrique trop d'IgE. Très bien, c'est des IgE normales, mais il y en a trop. Au lieu d'en faire une, on va faire 100. Et en même temps, on a cette hyperréactivité. Vous savez, ce spasme inexpliqué, c'est une bronchoconstriction qui peut être justifiée. Le stress, l'effort, on respire de l'air frais, voilà, une odeur forte, et hop, on commence à être mal. C'est de l'hyperréactivité. Bon, si elle peut être génétique ou pas, elle peut aussi être acquise. Et le meilleur exemple, c'est l'hyperréactivité post-virale. Depuis Covid, on baigne dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit asthmatiforme. Soit c'est un asthme qui décompense, soit c'est des patients qui ne sont pas asthmatiques, mais qui font des manifestations asthmatiformes. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Inflammation bronchique chronique. Donc, au fait, il faut qu'il y ait relation antigène-anticorps. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on aura ici? Un antigène qui va être nommé allergène, OK? Et qui va rencontrer des IgE. Sauf que les IgE, il y en a plein qui se baladent, OK? Mais quand l'IgE a voulu se reposer, qui s'est mis sur son récepteur et qui reçoit son antigène, là par contre, il va envoyer à la cellule porteuse, qui est le mastocyte, un message pour dégranuler, d'accord? C'est comme un moyen de défense. Les vésicules qui contiennent des substances comme l'histamine, comme la tryptase, comme les leucotriènes, et hop, ça va se déverser dans les vaisseaux de l'épithélium bronchique. C'est ce qui fait qu'on a de l'inflammation et puis c'est chronique. Parce que quand on est allergique par exemple à la poussière, ben on respire tout le temps. Donc on a tout le temps, on n'a même pas besoin de la partie gauche au fait. Ça se fait directement sur l'axe antigène-anticorps dégranulation. Et en plus, on a une autre voie de chronicité, même si on n'est pas forcément exposé, c'est l'éosinophiles. C'est que, au fait, les cellules de l'immunité vont appeler l'éosinophile qui va venir s'installer confortablement dans la muqueuse bronchique. Et que fait l'éosinophile? Il maintient l'inflammation et il appelle les copains. Donc les cellules, les médiateurs. Donc on a un engorgement de la paroi bronchique. OK? Ceci retentit aussi sur les terminaisons nerveuses. Donc imaginez, je sais pas, imaginez votre main contre la chaleur, elle devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une vasodilatation pour ramener des cellules de défense. C'est ce qui se passe au niveau de la bronche. Automatiquement, la peau, elle enfle. La bronche, elle va enfler. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des terminaisons nerveuses. Et à la base, en plus, qu'est-ce qui se passe aussi chez l'asthmatique? C'est qu'il a une bronchoconstriction dominante. Donc, à la base, ces phénomènes inflammatoires, plus ce dysfonctionnement nerveux autonome, font que la bronche, dans la définition, on a parlé d'obstruction, heureusement réversible. Mais il y a tendance à fermer, et une bronche qui est épaissie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'asthme aigu grave? C'est que le niveau d'inflammation est important. Donc, ça va fermer. D'accord? Parce que la paroi, elle va être très, très épaisse. Et
L'obstruction, on a une réponse excessive. D'accord? Donc, la bronchoconstriction, elle l'emporte largement sur la bronchodilatation. Et on dit que les formes qui sont de mauvais pronostics et les formes qui tuent le plus, ce sont les formes où on a beaucoup d'obstruction et très peu d'inflammation. Et ce sont justement les formes qui répondent très peu au traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe au final? La bronche, elle est épaissie, fermée par la constriction. L'air passe difficilement, donc on a une augmentation des résistances. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que l'inspiration est le temps le plus important et le temps actif. Les problèmes vont se passer à l'expiration, parce que c'est un temps qui va utiliser l'énergie de l'inspiration. Et vite, au fait, vous allez avoir voilà, un ramollissement et une collapsibilité, une fermeture des bronches à l'expiration. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, tout est histoire d'équilibre. Les entrées étaient supérieures aux sorties quand même. Et la bronche s'est fermée avant la sortie complète. Donc, on aura de l'hyperinflation, on aura quelqu'un de distendu. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le cas, vous m'avez dit, il est asthmatique, il pouvait faire un pneumothorax. Oui, parce qu'à force de distendre, il va faire éclater quelque chose. En même temps, ben, l'air, l'oxygène n'arrive pas à la surface d'échange. Donc, on aura une hypoxie et une capnie variable. Et puis, qui dit hypoxie, dit retentissement hémodynamique. C'est très logique. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a certes de l'inflammation. Mais ce qui inquiète, c'est la constriction un peu plus. Et pourquoi c'est important de comprendre qu'il y a les deux? Parce que quand vous voulez traiter, traitez les deux. Vous pouvez donner le meilleur bronchodilatateur. Si vous n'agissez pas sur la composante inflammatoire, même quand elle est minime, vous enlevez une chance au patient de répondre au traitement. D'accord? Donc, du coup, il faut viser justement ces deux axes. Donc, ce que vous voyez en vert à droite, dilaté, mais aussi un traitement anti-inflammatoire, c'est surtout les corticoïdes, parce que c'est ce qui agit sur voilà, la suite de l'inflammation, c'est qu'on a la dégradation de l'acide arachidonique avec la voie des prostaglandines et des leucotriènes. Donc, les corticoïdes bloquent une bonne voie des prostaglandines qui est vraiment le bon bloc de l'inflammation. Alors ensuite, dilater, pourquoi? Ben, pour essayer d'ouvrir un petit peu les sténoses bronchiques qui sont assez hétérogènes d'un territoire à l'autre. Et puis, en ouvrant justement, vous réduisez la pression intrathoracique parce que ça met encore une fois la pression sur le diaphragme. Et puis, ça met quand même une charge de travail très, très élevée et le patient va se fatiguer rapidement. Donc, quels sont les patients asthmatiques qui risquent de faire de l'asthme aigu grave? Alors, il y a beaucoup d'études, certes, mais c'est des populations très hétérogènes. Dans la définition, on dit que l'asthme est hétérogène. Mais sachez que les gens qui ont de la rhinosinusite, d'accord, chronique, les patients qui ont l'intolérance aux AINS, les patients qui ont des obstructions tellement importantes, anciennes, vieillissantes, mal prises en charge qu'elles sont maintenant devenues non réversibles. Les gens avec un terrain psychiatrique particulier. Vous savez, l'état psychologique, l'état social, psychosocial est très important dans la plupart des maladies, notamment respiratoires. Maintenant, les patients qui ont un asthme instable, qui ne sont pas contrôlés par un traitement de fond ou qui ne le suivent pas, qui vont beaucoup dans les urgences, ne serait-ce qu'une fois, on calcule par rapport à l'année précédente. Les patients déjà hospitalisés pour réanimation, gardez-les, d'accord, sous l'œil. Les patients qui ont été intubés, c'est encore pire. Les patients avec un niveau social défavorisé, les patients qui vivent seuls, parce qu'ils vont tout simplement, ils n'auront pas de suivi thérapeutique. Enfin, les patients qui n'ont pas une bonne éducation thérapeutique. Dans toute maladie chronique et surtout dans l'asthme, le patient est mieux quand il comprend sa maladie et qu'il comprend son traitement. Tous les patients peuvent comprendre. Il ne faut pas dire, ouais, celui-là, il n'a pas été à l'école, il ne va pas comprendre ce que je vais lui dire. Il y a toujours des mots pour expliquer. Donc, c'est très, très important d'éduquer le patient parce qu'un patient éduqué est un patient qui a moins de complications, moins de mortalité. C'est très important de prendre le temps pour ça. Alors, autre chose que je veux vraiment que vous gardiez en tête. Quand vous voyez ces patients-là dans la salle d'attente, OK, qui viennent pour une crise d'asthme, je la mets entre guillemets crise, d'accord. Et ils ont leur petit spray bleu, ils sont en train voilà, de pulvériser, d'appuyer dessus. Ils en ont même deux. Ils vous disent, j'ai déjà vidé un en 2 jours, en 3 jours. C'est pas bon. Ce patient-là risque de mourir. D'accord? Parce que si on reprend un peu l'histoire, au début, la découverte des bronchodilatateurs a été quelque chose de magnifique pour les asthmatiques parce qu'on avait compris dans le temps, les premières études, que l'asthme était de la constriction. Donc, on a mis un bronchodilatateur et c'est tant mieux.
Or, avec le suivi, donc les cohortes, on s'est rendu compte que les patients qui utilisent plus de 3 sprays par an font des exacerbations sévères avec hospitalisation. Les patients qui utilisent plus de 12 sprays par an, c'est l'équivalent d'un spray par mois. Je ne vous raconte pas nos patients, nous, qu'est-ce qu'ils utilisent. Ils font des asthmes aigus graves, donc avec un risque de mortalité très importante. Donc, pour moi, un patient qui n'a que le spray bleu est un patient à risque de mortalité. Vraiment, je vais le garder sous l'œil, ce patient, un peu plus qu'un autre. Alors, le diagnostic positif, des fois l'asthme est connu, des fois il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut voir? Le jeune âge. Le jeune âge de début. Il peut venir à 50 ans, mais s'il me dit que je suis asthmatique depuis l'âge de 10 ans, de 15 ans, ça cadre. Parce que ce qui est génétique se développe tôt dans la vie. Très bien. Ou une autre manifestation atopique. Parfait. Le début des symptômes, j'ai parlé de réaction IgE médiée, c'est une réaction d'hypersensibilité immédiate. C'est-à-dire, je cherche s'il y a eu un facteur déclenchant et le délai après les symptômes. Si le délai il est de quelques minutes, 10 minutes, 30 minutes maximum, c'est toujours de l'hypersensibilité immédiate. Mais bon, s'il est exposé à 8 heures du matin, qu'il est gêné à 8 heures du soir, c'est du semi-retardé. Et des fois, ça peut être même retardé. Donc, ça doit répondre à la physiopathe. Et le diagnostic de l'asthme est essentiellement clinique. Après, des choses qui peuvent orienter. Il fait des crises dans la nuit, il a des médicaments, il répond encore aux bronchodilatateurs et ainsi de suite. Maintenant, je vais ausculter s'il y a des sibilants, c'est un élément en faveur. Et puis, je vais voir s'il a eu des explorations ou pas. Mais en général, quand j'ai une dyspnée, en l'occurrence nocturne, chez un sujet jeune, ben, un des diagnostics majeurs reste quand même l'asthme. Et c'est l'asthme aigu grave quand il y a des signes de gravité. Donc, le mode d'installation, on l'a vu tout à l'heure, il peut être subaigu, comme on l'a vu, il s'aggrave rapidement. Mais on peut avoir quelque chose de suraigu. Donc, soit aigu, soit carrément suraigu. Donc, c'est en quelques jours, voire quelques heures. OK? Le suraigu, c'est vraiment, on n'a pas le temps. Il rentre directement, il est intubé et malheureusement, il a de très fortes chances de décéder. Voilà. Alors, il vient avec une dyspnée. Une dyspnée que lui aussi ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est, cette fois-ci, il est venu. Il n'est pas parti à la pharmacie acheter les corticoïdes. Il n'a pas utilisé simplement son spray bleu. Il est très anxieux. Il vient consulter parce que c'est une dyspnée qui s'aggrave et ça ne répond pas au traitement habituel. La toux, elle est rare, mais quand elle est là, c'est une toux spasmodique gênante qui vient aggraver le tableau. Et des fois, vous avez des signes de lutte respiratoire, mais pire, il va ralentir. Pire encore, il fera des pauses respiratoires. Il n'y a pas de pause entre les cycles. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous inquiéter. C'est un patient que je ne lâche pas. Si j'ai 2 asthmatiques, c'est celui-là que je vais retenir. Alors, j'ausculte. J'entends déjà. Et lui, il va me dire, je siffle. C'est quelque part tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a de l'obstruction, mais que l'air passe encore. Et puis, voilà, il peut avoir des signes hémodynamiques, etc. Donc, des palpitations, des sueurs, des signes d'activation aussi du système sympathique. Et puis, le traitement habituel ne marche pas. Le patient a peur. Il faut le rassurer encore une fois pour les mêmes raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Il est très polypnéique et c'est une polypnée superficielle inefficace. On n'a pas le temps de faire les échanges gazeux. Parfois, c'est une orthopnée et ça peut dérouter vers une origine cardiaque. Et d'ailleurs, dyspnée aiguë nocturne, asthme et OAP, si c'est un sujet plus âgé, peut aussi faire les deux. Donc, attention. Alors, fréquence respiratoire, elle peut monter, elle peut descendre aussi. Ça va m'inquiéter dans les deux sens. Il a du mal à parler. Vous savez, un asthmatique qui parle de façon saccadée, il entrecoupe les mots ou les phrases. D'accord? Je respire pas bien, il parle, il s'arrête. Ça devrait vous inquiéter. Il ne le fait pas exprès. Les signes de lutte, il tire, c'est la résistance à l'écoulement de l'air. Il cyanose, c'est l'hypoxémie. Il est en sueur, c'était l'hypercapnie. Il désature, donc il est en hyperventilation. J'anticipe avant, l'hypoventilation. À l'examen, c'est un tympanisme mais diffus. Il est polypnéique. Quand ça sibille, c'est encore bien, mais quand c'est complètement fermé, ce sera un silence auscultatoire. Il ne faut pas dire que c'est normal. Ce qui est normal, au fait, c'est d'entendre le murmure vésiculaire. Ce n'est pas le silence auscultatoire. Enfin, si vous avez mis des bimètres de pointe, faites souffler ce patient. On ne s'attend pas à grand-chose, mais s'il peut souffler, si le DEP est inférieur à 30% de la théorique, c'est un signe d'extrême gravité. Alors, comme tout à l'heure, c'est les FMM. Vous allez voir, même dans des chapitres différents, ça nous ramène toujours au FMM. Donc, au fait, au F déjà. Donc, les signes hémodynamiques, la même chose. Les signes neurologiques, donc on comprend l'hypoxémie, voilà, après l'hypoxie cellulaire cérébrale, vous aurez donc les signes qui peuvent justement, qui doivent justement inquiéter.
Alors, le pouls paradoxal, ça ne fait pas l'unanimité. C'est la différence de la pression artérielle entre l'inspiration et l'expiration. Et quand les patients sont distendus, quand ils inspirent, ils bloquent encore le cœur et donc la pression, il y aura une chute à l'inspiration. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est validé, donc je l'ai barré et n'est pas validé comme critère. Le critère qui est validé, c'est le DEP. C'est un petit truc, voilà, que le patient déjà devrait avoir pour son autogestion. Et donc, il doit souffler fort et rapidement. C'est l'équivalent du VEMS. Donc, s'il est inférieur à 30%, il faut vraiment l'hospitaliser en soins intensifs. C'est un patient qui risque d'être intubé. Alors, juste pour comprendre, dans l'asthme, c'est de l'obstruction. L'obstruction, c'est l'axe vertical. OK? C'est les débits. C'est un problème d'écoulement d'air. OK? Dans les autres maladies, c'est plutôt le volume. Donc, c'est plutôt l'écrasement en sens plutôt horizontal. Donc, devant une dyspnée, 3 examens s'imposent et vous le savez mieux que moi, radio ECG gazo, sans oublier qu'il faut quand même faire une NFS, une CRP, un BH. Alors, la radio, c'est la distension, mais aussi les complications mécaniques comme le pneumothorax. Le CG, le cœur va souffrir du manque d'oxygène, donc on peut avoir un trouble de rythme. Et puis, dans les gaz du sang, on a plus peur quand la PaO2 chute en dessous de 60 mm de mercure et que la PaCO2 commence à grimper, témoignant de l'hypoventilation. Le DEP, j'insisterai encore, c'est quelque chose de très simple et de très efficace. Et puis, faites votre bilan biologique minimal tout en regardant un petit peu la kaliémie. Pourquoi on regarde la kaliémie, tiens? Quoi, c'est important chez ces patients-là qui ont pris plein de médications, qui viennent en asthme aigu grave, que vous hospitalisez, de voir la kaliémie. Pourquoi? Qui peut me répondre? Oui, très bien. Donc, effectivement, quand on abuse du salbutamol, et c'est le cas des patients qui arrivent en asthme aigu grave, on a de l'hypokaliémie qu'il faut corriger rapidement. Alors, la radio, donc, c'est souvent des patients en réad ou les électrodes. Donc, c'est hyper clair. On comprend maintenant pourquoi. C'est très distendu. Regardez encore les diaphragmes comme ils sont aplatis. Donc, c'est des patients qui sont effectivement en hyperinflation. Alors, quand est-ce qu'il faut les intuber? C'est la question. Et en général, chaque urgentiste, chaque réanimateur doit poser et répondre oui au bon moment. C'est tout le challenge et c'est toute l'expertise. Alors, devant tout trouble de conscience, ça ne se discute pas. Devant un patient qui fait déjà des pauses ou des arrêts respiratoires, en cas de collapsus, bien entendu, le patient en silence auscultatoire, en hypercapnie. Alors, la VNI, elle donne de bons résultats dans l'asthme, mais ce n'est pas validé comme pour la BPCO. Mais on peut l'utiliser. Quand on ne veut pas avoir la main facile à intuber, on peut tenter la VNI. Et quand on n'a pas eu de réponse à un traitement de première intention. Maintenant, l'asthme est un diagnostic clinique essentiellement, sous dans l'urgence. Il faut quand même faire la part des choses avec d'autres maladies comme la BPCO, comme l'OAP. Parce que l'OAP, l'hyperpression hydrostatique, fait que l'artère comprime la bronche. Ça va donner la dyspnée et les sifflements aussi. Mais il faut résoudre le problème autrement, d'accord? Il faut vider, hein? Faire descendre la pression. Le SDRA, ça on l'a vu durant Covid, mais après c'est l'image déjà qui va parler. Quand ça sibille, ça doit sibiler dans tout l'arbre bronchique des deux côtés parce que c'est génétique et les gènes sont dans chaque cellule, donc c'est diffus. Mais quand ça sibille dans un seul territoire ou d'un seul côté, ben, faut penser à un obstacle à ce niveau-là. Quand on a un stridor, c'est plutôt la trachée, donc c'est pas de l'asthme. Voilà, donc en fait, c'est juste raisonner par rapport à la physiopathe et par rapport au contexte qu'on a compris tout à l'heure. Quand on doute pour ces diagnostics, vaut mieux aller jusqu'au scanner thoracique. Alors, le traitement doit être hyper rapide et le traitement doit se passer sur les lieux où on a récupéré le patient. D'accord? Le pronostic sera révélé au bout de 1 heure de prise en charge. Donc, c'est dans la première heure que tout va se décider. Donc, normalement, pour ceux qui font la régulation, si un patient appelle et qui vous avance les signes de gravité, OK, il faut absolument lui envoyer des secours. Ce n'est pas une urgence différée. Et il faut dire aux gens qui feront les secours de commencer la prise en charge préhospitalière. Donc, on traite sur les lieux de survenue, d'accord? S'il n'y a pas de signe de gravité, on va commencer le traitement de première ligne. Et s'il y a des signes de gravité, il faut vraiment y aller rapidement en réanimation et peut-être que ce malade sera intubé dans l'ambulance. Alors, s'il n'y a pas de signe de gravité, qu'est-ce qu'il faut faire dans les recommandations de GINA 2024? Et puis, c'est ce qui était connu avant, mais
Ça, c'est plus pour l'exacerbation sévère. Je vais vous montrer après l'asthme aigu grave. Alors, mais ce qu'il faut savoir, s'il y a quelque chose à avoir chez ce type de patient et qui peut sauver, c'est la chambre d'inhalation. Spacer, c'est ce qu'on met dans la première ligne, parce qu'on n'a pas toujours de quoi nébuliser. Mais la chambre d'inhalation peut vraiment sauver les asthmatiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis autogestion. En fait, ce sont des plans d'action personnalisés de gestion de l'asthme. Les asthmatiques connus, ben, on leur dit qu'il faut qu'ils aient leur DEP. On leur dit les signes de gravité, on leur fait un petit papier ou même sur téléphone. Voilà, on leur fait un petit truc, on leur dit voilà votre traitement de fond avec les non commerciaux. Voilà ce que vous allez utiliser dans la crise, dans l'exacerbation, quels sont les signes inquiétants, comment gérer et quand venir en urgence consulter. Donc, l'idée est que la chambre d'inhalation a un effet équivalent à la nébulisation. On peut donner 4 à 10 bouffées durant la première heure toutes les 20 minutes. Ça veut dire, je donne un exemple, midi, midi 20, midi 40, 13 heures. À 13 heures, je déclare le pronostic de mon patient. Parce que s'il va bien, il va consulter tranquillement, mais il faut qu'il consulte, hein. S'il va mal, mais il n'y a pas de signe de gravité, il sera hospitalisé en service de médecine. S'il va très très mal, ben, il ira directement en soins intensifs, voire en réanimation s'il doit être intubé. Je donnerai de la corticothérapie en même temps, parce que je vise toujours les deux axes, l'inflammation et la constriction. Et enfin, et ça c'est très important, quand je donne de l'oxygène, je vise 93 à 95%. Chez l'enfant, 94 à 98%. Je n'ai pas besoin de l'hyperoxie. Je n'ai pas besoin d'être à 100%, parce que les gens cherchent les 100%. 93-95, on est déjà dans la normalité et c'est suffisant pour un asthmatique. Alors maintenant, quand ça ne marche pas, on associera au bronchodilatateur de première intention, enfin, c'est en général le salbutamol, l'atrovent, l'ipratropium. Alors ensuite, on maintient un taux d'oxygénation suffisant entre 93 et 95 et on introduit les corticoïdes par voie intraveineuse et on discute le magnésium, d'accord? Et là, par contre, on va élever les doses de corticoïdes. Là, on peut aller élever selon nécessité parce qu'on va tout mettre. C'est l'asthme aigu grave, rappelez-vous. Donc, on va chercher des doses quand même efficaces. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen de traitement? On va oxygéner. Alors, en général, on fera un masque à nébulisation parce qu'on veut et oxygéner et nébuliser les bronchodilatateurs. Sinon, on peut passer de la lunette au masque à haute concentration selon le débit voulu. Mais en général, c'est le masque à nébulisation qui est la meilleure solution. Donc, il nous faut un débit strictement supérieur à 92. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 93 à 95. C'est très, très bien. Et puis, on peut aller dans l'asthme. On peut aller sur des débits élevés. Donc, 6, 8, 10, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il faut une gazométrie et se demander pourquoi j'ai besoin de débits aussi élevés. Et toujours se dire que quand je traite, quels sont les médicaments utiles? Des anti-inflammatoires pour réduire l'épaisseur de la paroi bronchique engorgée par l'inflammation et des bronchodilatateurs pour ouvrir ces bronches à la base qui ont tendance à faire de la bronchoconstriction. Donc, j'ai les bronchodilatateurs bêta-mimétiques. C'est de très bons bronchodilatateurs à action précoce. Très important. C'est les premiers à agir. OK? On va en général faire des nébulisations, mais à défaut, n'oubliez pas la chambre, s'il vous plaît. 1 cc plus 5 cc de sérum. Il a un effet rapide. Il est bien toléré et même les effets secondaires sont mineurs et sont réversibles. OK? Pareil, la première heure, 3 nébulisations à 20 minutes. Tac, 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 tac. Et je dis, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Si la saturation elle est normale, on peut nébuliser sans utiliser d'oxygène. Donc, nébulisation directe. Si par contre j'ai besoin d'oxygène, c'est là où je vais mettre le masque pour nébuliser et oxygéner. Maintenant, la chambre d'inhalation, à défaut, peut vraiment sauver des vies. Donc, on peut 2, 4, même plus, bouffer de 100 mg toutes les 5 à 10 minutes au besoin. En général, on dit 20 minutes pour rester toujours assez coordonné, enfin ordonné plutôt dans sa tête. La voie intraveineuse n'est pas en première intention. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'on fait en première, en deuxième intention. Deuxième bronchodilatateur, ce sont les anticholinergiques, donc l'atrovent. C'est 0,5 mg, encore une fois, toutes les 20 minutes. Pourquoi on ne le donne pas lui seul et pourquoi pas lui en premier? Parce qu'il tarde un peu plus, mais il a un effet complémentaire quand il le faut. OK? Et il se répartit donc de façon homogène pour couvrir tout l'arbre bronchique avec le salbutamol. On fera pareil les 3 nébulisations et on va évaluer. Et donc, ils ont un effet complémentaire.
mais on ne les donne pas seuls. Donc ça, c'est important. Alors, pour faire simple, pas de place à la théophiline. Oubliez la théophiline, soit pour le traitement de fond de l'asthme ou le traitement de l'exacerbation, y compris dans l'asthme aigu grave. L'adrénaline est un bon bronchodilatateur, mais en deuxième intention. OK? Donc, rappelez-vous qu'on veut bloquer l'inflammation. La bronchoconstriction, pardon. Donc, on peut utiliser l'adrénaline. Je dirai un mot sur l'adrénaline tout à l'heure parce que ce n'est pas un médicament de première intention. Ensuite, ce que je veux bloquer, moi, c'est ce déluge de cellules et de médiateurs inflammatoires. Donc, je vais utiliser les corticoïdes. Les corticoïdes sont de très, 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 très bons médicaments, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Donc, il faut les gérer logiquement. Asthme aigu grave, mortalité, je ne réfléchis pas, même s'il y a un diabète après, je m'en fous. L'essentiel, c'est de sauver le patient dans un premier temps, mais je gère les effets secondaires à côté. Et regardez, le corticoïde va bloquer les eosinophiles, le mastocyte, le macrophage, les cytokines. Donc, vraiment, ils ont une action très complexe. Je pense qu'à ce jour, on ne sait pas encore comment ils agissent réellement, sauf qu'ils agissent en fonction du profil inflammatoire qu'ils ont autour. Alors, ils ont une action retardée, c'est pour ça qu'on ne peut pas les donner seuls. Mais ils potentialisent l'effet des bronchodilatateurs, surtout le salbutamol. Ils sont systématiques dans les formes graves parce qu'on veut lever l'obstruction due à l'inflammation bronchique. Et on donne en général 1 mg par kilo d'équivalent prédnisolone par voie intraveineuse, puisque le patient aura forcément une voie. Sinon, dans la précipitation, vous pouvez donner la voie orale. Elle a la même biodisponibilité s'il n'y a pas de troubles digestifs. Alors, sachez que les corticoïdes sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils évitent les admissions en soins intensifs, ils évitent les récidives, notamment dans les asthmes, on va dire, aigus graves, mais au fait dans leur forme subaiguë, ils évitent le décès. Ça, c'est très important, donc corticoïdes systématiques. Alors, on peut donner plusieurs molécules, donc c'est les équivalents si vous voulez, et on peut augmenter les doses quand il le faut. Alors, pas de mucolytique, pas d'antitussif. Il ne faut pas. Pas trop de sédatifs. Au fait, quelqu'un qui est anxieux, qui n'arrive pas à dormir, oui, on peut donner, mais des petites doses d'anxiolytiques. Pas effet central, des petites doses quand c'est nécessaire. Sinon, il vaut vraiment éviter. Il vaut mieux éviter. Alors, antibiotiques, qui dit insuffisance respiratoire, on craint que l'infection ne soit un facteur associé, donc on peut traiter systématiquement ou devant des signes patents de surinfection. Et puis, si le patient a des sécrétions, il faut l'aider parce que dans l'asthme aigu grave, c'est souvent des bouchons muqueux, riches en cristaux d'éosinophiles qui viennent boucher les bronches, donc on peut l'aider à dégager, ça peut aérer mieux le poumon. Maintenant, si ça ne va pas, à la fin de la première heure, on passe au traitement de deuxième intention et on maintient les traitements de la première phase. Donc, on maintient les bêta-mimétiques, mais là, on va switcher vers la forme parentérale. Donc, 0,5 à 1 mg par heure de salbutamol. OK? Donc, c'est en général une ampoule en injection sous-cutanée à répéter si nécessaire avec un intervalle minimum de 4 heures, puis à espacer 6 heures, 8 heures, 12 heures. Alors, c'est une intraveineuse lente. Et il ne faut pas augmenter les posologies rapidement. Voilà, donc en général, on commence à 0,5, 1 mg. Voilà, c'est largement suffisant. Et puis, elles sont initiées dès que ça ne marche pas pour le traitement de première intention et surtout, surtout quand il y a le silence auscultatoire. Alors, l'adré, j'ai laissé pour cette partie parce que c'est ce qu'on va utiliser quand ça ne marche pas avec les bronchodilatateurs sélectifs. On va la donner par voie intraveineuse. La voie inhalée, elle est essayée. Vous avez probablement vu des centres utiliser la voie par nébulisation, mais on ne voit pas d'avantage supplémentaire par rapport au salbutamol et il y a des effets secondaires des fois majeurs. Elles sont données donc en deuxième intention, surtout quand on a de l'anaphylaxie, donc un choc anaphylactique ou un collapsus au fait un état de choc, quelle que soit la cause. Mais ça marche mieux quand c'est un choc anaphylactique. Et on va commencer par 0,5 mg par heure en intraveineux, en SAP. Et on peut aussi donner la nébulisation quand on est contraint à faire une nébulisation. Sachez qu'on va donner 1 mg avec 3 cc de sérum. Donc, ça, c'est les indications. Donc, on peut également donner l'IVD dans l'urgence, donc 1 mg qu'on va renouveler toutes les 3 à 5 minutes. Il y a aussi l'injection intratrachéale pour les gens intubés, donc 3 mg en intratrachéale. Et ça répond mieux quand c'est de l'anaphylaxie. OK? Alors, on a longuement parlé de l'héliox. On a eu beaucoup de publications, mais finalement, je vous résume, il n'est pas retenu dans les recommandations. Par contre, le sulfate de magnésium, même si ce n'est pas une efficacité importante,
il est retenu parce qu'il a un effet bronchodilatateur qui peut être additif en bloquant l'entrée du calcium, donc il relâche un peu la musculature de la paroi bronchique et diminue l'action de l'acétylcholine, donc lève un peu cette bronchoconstriction cholinergique. Donc, il a un effet plus ou moins intéressant puisqu'il est prouvé qu'il améliore la dyspnée, la fonction respiratoire et réduit les admissions en soins intensifs. Donc, on fera 1 à 2 grammes dans donc une pochette de 250 cc. J'ai mis sérum glucosé, mais attention, ça peut être autre chose. Donc, vous connaissez, vous, maintenant, comment gérer les perfusions. En 20 minutes par intraveineuse. Donc, on peut aussi donner par seringue électrique. Et on surveille la diurèse et les réflexes ostéotendineux. Attention, donc, il y a toujours des effets secondaires. Alors, bien hydrater, corriger la calémie s'il y a des anomalies et instaurer un traitement étiologique quand on l'a. Maintenant, la réponse à cette question, quand j'ai fait le traitement de première intention, de deuxième intention qu'il faut ventiler, eh bien, il n'y a pas de score fiable. Maintenant, il est inhabituel, pour faire simple, de ne pas ventiler, comme on l'a vu tout à l'heure, quand j'ai un patient obnubulé, dans le coma, qui fait des pauses respiratoires, qui a un silence auscultatoire et qui est en choc, qui fait un collapsus. D'accord? Là, ça ne se discute pas. Les autres vont se discuter au cas par cas et voir un petit peu la place de la VNI. Maintenant, quand on va intuber, c'est pour faire une ventilation invasive, mais c'est des patients distendus. Et quand on met un tube et qu'on met une pression dans la ventilation, on risque d'avoir des complications mécaniques. Donc, attention au pneumothorax. Donc, un asthmatique comme ça, vous l'intubez, il ne s'adapte pas au ventilateur, il va mal, faites une imagerie, il se peut que vous ayez créé un pneumothorax. Et puis, il y a un risque hémodynamique et un risque hypoxique à l'induction, parce qu'il faut bien sédater le patient. Attention à bien sédater ces gens-là. Donc, il faut quand même une sédation parce qu'on va intuber. Et dans l'asthme aigu grave, c'est là, pardon, où il faut opter pour des sondes de très, très, très gros calibre. Même quand il s'agit d'enfants, de femmes menues ou de sujets maigres, mettez des sondes, essayez de mettre la sonde de plus gros calibre. C'est du 8, 8,5. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment assurer une bonne ventilation. On fera une ventilation en mode volume contrôle avec des volumes courants très, très faibles. On va prolonger l'expiration, maintenant vous comprenez pourquoi. Une fréquence basse. Et on cherche une FiO2 pour garder une saturation au-delà de 95%. Et on évite la PEP. Vous allez voir, dans la BPCO, on garde une certaine pression expiratoire positive. On peut tolérer une petite hypercapnie. Et la PET CO2, c'est un très, très bon marqueur de la sévérité de la bronchoconstriction et de l'effet du traitement quand vous avez des taux de PET CO2 qui se normalisent. Donc, la VNI, elle est possible mais non recommandée, mais sachez qu'on l'utilise quand même parce que ça donne de très, très bonnes réponses. Et donc, en pratique, voilà, il faut mettre le patient en position demi-assise, prendre une voie veineuse, ça je vous apprends rien, faire le monitorage, vous faites compléter les FMM, évaluer les signes de gravité, le DEP, oxygéner, donc on l'a vu tout à l'heure, 93-95, mais pas en dessous de 95. Pour les femmes qui ne répondent pas au traitement de première intention, on préfère être au-delà de 95%. On maintient les nébulisations, salbutamol seul plus ou moins l'atrovent. On met des débits de 6 à 8 litres par minute d'oxygène. On met une corticothérapie 1 à 2 mg par kilo en IV, ou s'il n'y a pas la voie Péros, et on réévalue. Si ça ne marche pas, donc après les nébulisations, on va réévaluer et on va se baser sur le DEP pour prendre les décisions. Et à tout moment, on cherche s'il y a des signes d'alarme. Alors ensuite, on continue le traitement initial et on passe au traitement de deuxième intention. Donc c'est là où vous allez voir le sulfate de magnésium, l'adrénaline et passer à la voie intraveineuse du salbutamol. Et puis bien sûr, voir quand est-ce qu'on va intuber le patient. Et voilà, il faut le sédater, le surveiller, il faut ventiler très doucement et il faut monitorer tous les paramètres. Mais la PET CO2 est un bon paramètre dans l'asthme aigu grave. Alors, quand est-ce qu'on va dire que le patient va mieux? Cliniquement, hein, déjà, sur les 3 axes, à l'auscultation, il va sibiler, puis on va entendre le murmure vésiculaire. Le DEP, 2 heures après l'admission et la prise en charge, puis à 3-4 heures. La saturation est mieux, la gazométrie. Et puis, n'hésitez pas à faire une imagerie quand ça ne va pas pour chercher les complications ou voir quelle est la cause. Alors, quand est-ce qu'on peut sortir? Parce que, bon, une place dans les urgences en réanimation, on veut faire rouler les patients parce qu'il y a d'autres urgences qui arrivent. Dès que le patient va bien sur le plan clinique et que son DEP dépasse les 70%.
Il faut en profiter pour faire l'éducation du patient avant de le sortir. Et puis, on va instaurer et prolonger le traitement. Donc, on passera à la voie orale de la corticothérapie au minimum 5 jours. C'est en général suffisant, 5 à 7 jours. Et on maintiendra les bronchodilatateurs dont on va réduire les doses et l'intervalle. Et on essaie de réduire jusqu'à l'arrêt au bout de 5 jours également. Donc, au bout de 5 jours, corticothérapie, bronchodilatateurs vont sauter. Qu'est-ce qui va rester? Le traitement de fond. Parce qu'un patient mis sous traitement de fond à la sortie a moins de risque de revenir ultérieurement pour un asthme aigu grave. Alors, une petite question en tant qu'urgentiste. Vous êtes de garde à 1h30 du matin. Vous recevez une patiente de 51 ans qui dit être asthmatique à l'âge de 15 ans, qui a une rhinosinusite, une HTA, un glaucome, des insomnies. Elle fait de façon brutale une dyspnée inhabituelle. Ça a démarré à minuit, ça ne s'arrête pas. C'était dans le cadre de problèmes conjugaux. Elle est sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Elle a une toux gênante. Elle ne parle pas correctement, donc elle a une parole saccadée. Elle est orthopnéique. Elle est cyanosée, polypnéique, désature, tachycarde, pression artérielle limite, DEP non mesurable, auscultation, vous n'entendez rien. Est-ce que c'est grave? Je reviens au chat. Allez, répondez-moi. Rien ne va. Effectivement, c'est très, très grave. Rien ne va. Oui. Alors, maintenant, si on décortique, cette patiente, elle peut nous faire un asthme aigu grave, mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Ouais, bah, oui, en plus, n'oubliez pas, elle est sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Elle va pas bien, cette dame, parce que ce sont des éléments à prendre en charge. Attention, oui. Elle risque aussi de faire un OAP. Elle vient 1h30 du matin, elle a 50 ans, elle est hypertendue, elle est orthopnéique. Elle peut faire les deux. Elle peut faire l'OAP et l'asthme aigu grave. Et du coup, vous devez traiter les deux. OK? Très bien. Alors, oui, bien vu. Alors, cette patiente-là, vous la traitez. Donc, première intention, oxygène, nébulisation de bêta-2-mimétique, corticoïdes. Elle a déjà commencé Péros dans la salle, dans le transport et la salle d'accueil. Et donc, vous décidez de la garder parce qu'elle ne va pas bien. Donc, vous mettez une voie veineuse, vous l'hydratez, c'est très important. Vous surveillez les axes respiratoires, hémodynamiques et neurologiques. Vous surveillez le DEP, la saturation. Vous faites NFS, un BHE complet avec la calimée, etc. Donc, quels sont les facteurs de risque d'asthme aigu grave chez cette patiente? Donc, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement? Alors, quels sont les signes pour cette patiente pour qu'elle fasse de l'asthme aigu grave? Qu'est-ce que vous avez repéré un petit peu? Est-ce que vous vous rappelez? On a dit le contexte psychosocial. Elle va mal, cette patiente. On a dit la rhinosinusite. Elle en a, cette patiente. On a dit un asthme instable. Elle a, cette patiente. Donc, vous voyez, en fait, elle a déjà des choses qui ne vous mettent pas une alarme, mais plusieurs alarmes. Donc, si j'ai plusieurs patients, cette patiente-là, vraiment, elle va passer en priorité. Donc, cette patiente-là ne s'améliore pas au bout d'une heure. Donc, vous passez à la voie parentérale du salbutamol et vous ajoutez l'atrovent. Vous lancez le sulfate de magnésium et vous voulez démarrer l'adrénaline, surtout qu'elle était limite pour la pression artérielle. Et puis, toujours discuter, est-ce qu'elle doit être intubée et ventilée. Donc, voilà, on a dit les indications absolues, c'est les troubles de conscience et l'état de choc. Donc voilà, puisqu'elle est très limite, donc il faut vraiment être alerte et avoir le matériel d'intubation à proximité. Maintenant, cette patiente s'en est sortie, et il faut l'éduquer. Avant la sortie, c'est très important, et l'adresser directement pour une prise en charge et un suivi pour le traitement de fond et lui donner un plan d'action. Alors en 2024, les recommandations de Gina insistent énormément sur l'intérêt du plan d'action personnalisé. Ça réduit justement les hospitalisations pour des formes graves d'exacerbation et l'asthme aigu grave et la mortalité. Alors, il faut corriger les facteurs de non-contrôle. C'est une patiente qui a une rhinosinusite qu'il faut traiter correctement. Elle risque aussi de faire des apnées de sommeil, hein, vu le contexte. Et il faut surtout, surtout la revoir rapidement, cette patiente. Vous savez, dans 1 semaine, 2 semaines, il faudra la revoir. Et puis après, faire un suivi habituel. Alors, regardez maintenant la radio, cette radio-là d'un patient admis en asthme aigu grave et qui va très très mal. Qui c'est qui peut me dire ce qu'il voit ici?
Allez, j'attends votre réponse, car vous êtes des champions. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette radio? Oui, oui. Alors, emphysémateux, je ne sais pas. Elle fume pas, mais on peut avoir des emphysèmes d'autres facteurs, hein, de la pollution domestique. On va en parler de ça dans la BPCO. Mais en tout cas, elle est distendue, ne serait-ce que par l'asthme aigu grave, hein. Bien vu, docteur El Houssi. Il y a un pneumomédiastre. Donc, effectivement, oui, le diaphragme, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, regardez, on a tous les éléments de distension. Regardez les côtes. Waouh! Pour que les côtes, l'élément osseux deviennent comme ça, parce que vraiment, c'est très distendu. Maintenant, je vais mettre le pointeur et vous allez me suivre. Regardez, regardez. Il y a de l'air qui silhouette le cœur et on voit surtout le signe, maintenant, il est patent, du diaphragme continu. Vous voyez, on voit le diaphragme, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui entoure le médiastin jusqu'au cœur en bas. Donc, il y a un pneumomédiastin. Donc, vraiment, elle est hyper distendue. Donc, on fait le scanner. Voilà, vous voyez bien le pneumomédiastin. Regardez l'air autour de la trachée, des bronches souches, autour du cœur. Voilà. Donc, il faut rapidement lever la constriction et la résolution va se faire. Donc, bravo, hein, vous avez quand même sauvé vos patients, vos deux patients, celui qui avait le pneumothorax et celle qui avait l'asthme aigu grave. Donc, au final, l'asthme est très fréquent, ça on l'a dit, et l'asthme aigu grave est une évolution possible de tout asthme. C'est pour ça qu'il faut chercher les facteurs de risque, mais guetter quand même cette possibilité dans l'évolution. La mortalité a certainement baissé, mais il faut quand même être très méthodique dans sa prise en charge. Et puis, le DEP est un outil simple qui peut être très intéressant. Enfin, plus tôt on le diagnostic, mieux c'est. Donc, d'où l'intérêt de repérer le patient à la régulation et de démarrer les soins sur le lieu où on récupère le patient. Ça peut être dans l'ambulance, chez lui, quelque part dans la rue, jusqu'aux urgences. Le traitement, les axes, c'est surtout les bêta-2-mimétiques et les corticoïdes systémiques en première intention, puis on passe aux autres bronchodilatateurs et au traitement de deuxième intention. Et il faut savoir poser la bonne indication, pas facilement, mais pas tardivement non plus, de l'intubation et de la ventilation mécanique, qui reste rare, mais qui est un signe de mauvais pronostic. Et ben voilà, bravo, hein, vous avez bien bossé. Vous êtes fatigué? J'ai pas eu de réponse. Vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas mort en tout cas. Alors, vous allez bien, alhamdoulilah. Bon, déjà, on me dit ça va, ça me rassure. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'asthme aigu grave particulièrement? Pas de questions? Alors, est-ce que c'est clair? Alors, si vous n'avez pas de questions, la place des oui. Alors, avec plaisir. Alors, la place des antileucotriennes est très, très réduite maintenant chez l'adulte. Je dirais en troisième intention. En fait, on nous donne un trac 1, trac 2, puis une alternative où on trouve enfin les antileucotriennes. Par contre, ils ont encore une bonne place chez l'enfant. Chez l'enfant, oui. Alors, juste pour comprendre, l'inflammation, quand elle se fait au niveau cellulaire, on a la voie des prostaglandines, la voie des leucotriennes qui est petite, mais qui est intéressante. C'est-à-dire que quand je mets les corticoïdes, que ça ne va pas, je peux penser à bloquer la voie des antileucotriennes. OK? Mais chez l'enfant, oui, c'est une bonne molécule, surtout pour l'asthme d'effort, et ça me permet quand même un bon contrôle. Alors, les antihistaminiques que pour la rhinite. Bizarrement, on dit la même muqueuse, la même maladie, mais les antihistaminiques marchent bien sur le nez, mais ça ne marche pas sur le poumon. On ne sait pas la raison. Peut-être parce que c'est une très grande surface. C'est pour ça qu'on préfère la voie inhalée, pour le traitement de fond en tout cas. Mais il faut traiter la rhinite parce que des fois, vous traitez l'asthme correctement et le patient va mal. Pourquoi? Ben, l'air rentre par le nez d'abord. Donc, traitez le nez. Donc, les antihistaminiques et les corticoïdes locaux pour le nez sont très intéressants. Alors, c'est pas évident de mesurer le DEP à l'asthme aigu grave, mais essayez. Si le patient est conscient, qu'il peut souffler, c'est pour ça qu'on demande des valeurs très basses. On ne demande pas plus de 80%. On demande à ce qu'il soit entre 30 et 70%. Donc, 70 en général après le traitement, mais
Plus de 30%, c'est déjà rassurant. Moins de 30%, c'est un risque. Donc, on ne lui demande pas un grand effort comme pour l'asthmatique stable. Alors, pas d'autres questions. Les anti-IgE, réalité ou mythe? Réalité. Réalité parce que ce sont de très très bonnes molécules quand on a pris la bonne indication. On les donne pas à tout venant. C'est de la thérapie moléculaire, mais la thérapie ciblée. L'asthme maintenant, il a changé et je pense que dans 10 ans, on le traitera plus de la même manière. Pour les bons patients qui ont des IgE élevés, qui ont une atopie confirmée, qui ont un asthme sévère, pas non contrôlé, sévère. Sincèrement, quand on a les anti-IgE, ça leur change la vie. Parce que juste pour vous dire qu'un asthme sévère, c'est que vous le voyez, vous pensez qu'il est en crise. Alors que il est comme ça tout le temps, quoi. Et sur ce fond-là, il peut faire des exacerbations. Donc, quand on leur donne les anti-IgE, ben, ils deviennent moins symptomatiques, ils ont une meilleure qualité de vie, ils sont bien. Non, non, c'est juste la bonne indication. C'est de très bons médicaments. Ouais, ils sont efficaces. Alors, d'autres questions? Bon, déjà, je vais arrêter le partage. C'est bon? Allez, je vous laisse vous reposer et je vous dis à demain, Inch'Allah. Voilà, donc avec plaisir. Allez, passez une bonne soirée et à demain. Au revoir. Tá, vamos. Vamos.